Voilà, et je retransmettrai tout ça ensuite sur la chaîne YouTube Théo_Quick Change. Vous connaissez aussi, il y a encore des gens qui arrivent seulement maintenant. On va tout gérer. À main levée, qui vient de Belgique? Sur Instagram, ici, personne. On n'a pas de Belge aujourd'hui. Étonnant. Qui vient du Québec? Personne. Alors main levée peut-être juste, vous savez pas comment on fait sur, sur Zoom pour faire des mains levées. Ah bah salut, il y a plein de gens partout. OK. Allez, on va démarrer tranquillement. Qui vient de France? Ils sont où les Français? Ouais, Estelle, Xavier, salut. OK. On en a 2 qui ont trouvé le bouton pour lever la main. Alima aussi! Génial, super. Bon, Adeline aussi, et on a des Suisses aussi peut-être qui sont là, qui nous écoutent. On est worldwide aujourd'hui. Salut à tous, ça fait plaisir de voir vos têtes. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live comme ça avec tous et ça me fait toujours super plaisir, vous allez voir. On a 2 heures ensemble, 1 heure et demie, 2 heures, on va voir en fonction des questions, comment je vais les développer, et cetera. Mon idée, c'est, de vous transmettre un maximum de valeur par rapport aux questions que vous m'avez envoyées. Je les ai reçues, je les ai lues, je les ai pas préparées parce que, en général, quand je prépare, c'est moins fluide que quand je prépare pas. Et puis c'est pas très good pour se prémunir du burn-out de trop préparer. Donc vous allez voir, ça c'est le driver soit parfait qui ne parle plus. S'il y avait eu le driver soit parfait, j'aurais tout préparé, j'aurais fait des slides, ça aurait été sublime, magnifique. Bah là, on va se concentrer sur le contenu. Vous allez voir, ça, on va essayer de faire en sorte que ça soit pas mal. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vu le webinar. J'imagine que oui, il y en a qui ne l'ont pas vu. Donc si vous voyez que de temps en temps j'ai des mots de jargon, bah, vous me le dites dans les commentaires. Je regarderai parfois les commentaires. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai plusieurs écrans en ce moment, donc il faut que je regarde partout en même temps. Ce qui signifie une chose, ce qui signifie que si je ne vois pas vos commentaires, ne m'insultez pas, ok? C'est pas grave, ça peut arriver que je ne vois pas vos commentaires, je suis tout seul, il n'y a personne à la régie. Donc, voilà, je répondrai à toutes les questions en tout cas qui m'ont été envoyées. Et il y a encore des gens qui débarquent. Alors, sans plus tarder, on va commencer quand même avec vos questions. La première question nous vient de Hélène. Hélène qui nous dit: Théo, merci pour cette invitation, avec grand plaisir. J'ai perdu confiance en moi suite à plusieurs événements dans ma vie, aussi bien privés que professionnels. J'ai été carriériste jusqu'à mes 35 ans et aujourd'hui je le regrette. Je viens à nouveau de perdre mon job en reconversion dans le domaine bancaire. Une défaite de plus qui entretient ma dépression. Ma question est, comment reprendre confiance en moi? Le jugement des autres m'en foutre clairement et l'estime de moi. Merci, j'essaierai d'être présente au live. Eh bien écoute, Hélène, si tu es là ou si tu n'es pas là, peu importe. En tout cas, ta question, je vais y répondre et je vais tâcher d'y répondre avec le plus de précision possible. On va décortiquer un petit peu le mail d'Hélène, on va décortiquer un petit peu ce qu'elle me dit. Elle me dit: «J'ai perdu confiance en moi suite à plusieurs événements dans ma vie, aussi bien privés que professionnels». Alors il faut savoir que la confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas inné. C'est quelque chose qui va se construire. Alors ça va se construire en fonction de différents facteurs. Votre enfance va être déterminante sur votre confiance en vous. Si, dans votre enfance, vous êtes baigné par un environnement où on passe notre temps à vous envoyer du feedback positif, c'est t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Même quand tu fais une connerie, eh bien, c'est super quand même, la prochaine fois tu feras mieux. Il est fort à parier que quand tu arriveras à l'âge adulte, ta confiance en toi, elle sera peut-être meilleure que quelqu'un à qui on a dit en permanence t'es nul, t'es nul, t'es nul ou tu peux mieux faire. C'est pas terrible ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une étude qui a été réalisée dans les années 70 là-dessus. On appelle ça l'effet Pygmalion. C'est des psychologues qui sont arrivés dans une école maternelle et ils ont fait, salut Sylvie, ils ont fait des tests sur des enfants. Ils ont diagnostiqué des enfants dans une école et 20% des enfants étaient diagnostiqués surdoués. C'est pas vrai, hein. Ils étaient aussi couillons que les autres. Bah, c'est des enfants, quoi. Mais on a dit à ces gamins-là qu'ils étaient surdoués. On a dit aux professeurs que ces gamins-là étaient surdoués. On a dit aux parents que ces gamins-là étaient surdoués. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'étude, elle est assez marrante. 1 an après, les psys sont revenus faire de nouveaux tests dans cette école aux gamins. Et les gamins qui avaient faussement été diagnostiqués surdoués, eh bien, ils étaient devenus surdoués. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est quoi? C'est le fait d'être entouré en permanence par des gens qui vous disent: «C'est bien, tu peux faire mieux, je sais que tu peux y arriver, génial, j'ai confiance en toi, tu peux y arriver», et cetera.
Les gamins étaient, quand je dis aussi couillons, c'est-à-dire ils se plantaient autant que les autres. Mais peut-être que l'accueil de leur erreur était différente que des enfants à qui on n'avait pas diagnostiqué ça. Imaginez, vous êtes parent d'un enfant et vous pensez que votre enfant est surdoué. Alors je sais, votre enfant est surdoué. Et votre enfant est surdoué et TDAH. C'est la mode, je le sais. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous pensez que votre enfant est surdoué, vous allez lui transmettre cette confiance que vous avez en lui. S'il se plante, pour vous, vous êtes tellement persuadé que votre gamin il est surdoué que non, il peut pas se planter, ça va, t'inquiète pas, Michel, ça va réussir. Si vous avez encore des enfants qui s'appellent Michel, vous avez plus de 100 ans. Donc, typiquement, vous allez vous apercevoir que le gamin, à force d'entendre que bah, ses erreurs, ses échecs n'en sont pas, ils sont toujours feedbackés positivement, il va prendre confiance en lui. Donc cette confiance, elle va se construire. Et puis, il est indéniable, si vous avez des enfants, que bah, certains enfants, malgré tout, ça va être la part innée et la part acquise, ont en eux aussi une part de confiance. Vous pouvez élever des gamins de la même manière. Il y en a certains qui vont, malgré le feedback positif, avoir une confiance légèrement diminuée par rapport à d'autres. Donc je dirais qu'il y a la confiance intrinsèque et il y a celle que l'on va construire. Bon, partant de là, je reviens sur le mail, sur le message de Hélène. Hélène me dit: j'ai perdu confiance en moi à la suite de plusieurs événements dans ma vie, aussi bien privés que professionnels. Alors ici, Hélène, on n'est pas en direct avec toi. Moi, l'une des premières choses, évidemment, ça serait d'aller chercher, et ça, écoute bien, et si tous vous êtes là, je vous invite vraiment à faire une chose, c'est d'aller chercher ici ce que vous percevez comme négatif, ces fameux événements de votre vie qui vous auraient déstabilisé, et je vais vous inviter à faire une chose qui va pas être intuitive du tout, voire qui va être même super contre-intuitive. Vous êtes prêts? Ouvrez les oreilles, prenez une grande inspiration, c'est parti. Vous allez chercher les 50 effets positifs que ce que vous percevez comme négatif a eu sur vous. Alors là, vous allez me dire: mais non, Théo, c'est pas possible, j'ai eu que du négatif. Non, non. Je peux vous garantir que vous avez aussi eu du positif, mais pour l'instant, votre inconscient va être focalisé uniquement sur la partie négative. Peut-être que cet événement vous a ébranlé. Peut-être que cet événement a déclenché chez vous certains comportements que vous jugez aujourd'hui comme négatifs. Mais ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de se dire: qu'est-ce que j'ai déclenché chez moi grâce à cet événement aussi? Peut-être que cet événement m'a permis d'être patient. Peut-être que cet événement m'a fait déclencher chez moi un comportement de résilience. Peut-être que ce comportement m'a rendu plus aware, je sais pas, je vais essayer mon quart d'heure Jean-Claude Van Damme, de ce qui se passe autour de moi, plus à prendre soin des autres. Et donc, je vais vous inviter à neutraliser un petit peu la perception que vous avez sur cet événement. Et vous allez voir que déjà, ne plus percevoir un élément comme négatif ou positif, en l'occurrence là c'est négatif, neutraliser cet événement-là, ça va générer quelque chose à l'intérieur d'Hélène du style: ok, bah en fait cet événement c'était juste un passage de ma vie qui m'a permis aussi de renforcer certaines compétences, certaines capacités, voire d'en déclencher d'autres. Il y a autant de négatifs que de positifs à cet événement. Première chose que je te donnerais à faire, Hélène, et je vous invite à le faire quand vous percevez aussi un truc de négatif, vous allez voir, en général, c'est top. Maintenant, on va un petit peu plus loin. Il y a une différence entre confiance en soi et estime de soi. On va la faire très simple. Généralement, la confiance en soi, en tout cas, moi, je la définis comme ça. La confiance en soi, c'est très généralement la confiance en ce que je vais pouvoir apporter à l'extérieur. Ça veut dire une technique, une capacité, une technicité. J'ai confiance dans mes capacités de coach. Je suis maçon, je suis confiant dans ma capacité de construire un mur. Et c'est souvent pour ça, quand vous arrivez en burn-out, il y a des gens qui me disent: bah non, j'ai confiance dans ma technicité, je sais faire un bilan comptable, je sais faire tout ça. En revanche, il y a un truc qui est plus compliqué, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, retenez bien ça, c'est la qualité de la relation que j'entretiens avec moi-même. Je la refais, moins crispé, on y va. C'est la qualité de la relation que j'entretiens avec moi-même. Et pour ça, je vais vous donner un tuyau énorme, énorme. On va le faire pas mal, on va le faire aussi tout à l'heure, on fera une petite expérience en live, vous allez voir, ça va être cool. La qualité de la relation avec moi-même dépend beaucoup de ce que je me raconte sur moi-même. Il y a une phrase que j'aime bien répéter aux personnes que j'accompagne, c'est: faites très attention à ce que vous vous dites parce que vous vous écoutez. Vous savez, tous les moments où vous dites pour rigoler: ah, je suis bête, ah, je suis nul. Ça, ganz verboten. Je le dis en allemand, comme ça fait un peu plus strict, tu vois. Mais ganz verboten, c'est-à-dire ça, c'est interdit.
Même pour rire, même pour blaguer, et tous mes coachés le savent, moi je transige pas avec ça. Il n'y a pas de blague sur je suis nul, je suis bête, je suis idiot, ça c'est interdit. Dès que vous vous surprenez à vous dire une connerie comme ça, même sous le ton de la blague, vous faites ce qu'on appelle une rupture de pattern. Moi je donne à mes coachés 10 pompes à faire. En plus, ils travaillent leur summer body, vous allez voir, vous allez être belle gosse sur la plage cet été, ça va être au top. On va créer ce qu'on appelle une rupture de pattern, une interruption de votre schéma, de vos automatismes mentaux, qui fait qu'il est interdit à partir de maintenant de mal se parler. C'est la première chose à faire, interrompre cette manière que je vais avoir moi de me maltraiter. Première chose. Deuxième chose, à la place de ça, commencez par m'envoyer de la bienveillance. Je vais faire une petite pause, un petit arrêt sur image. C'est quoi la différence entre bienveillance et gentillesse? Il y a quelqu'un cette semaine qui m'a dit, Théo, j'ai compris ton coaching le jour où tu as expliqué ce que c'était que la différence bienveillance-gentillesse. Alors je vais vous l'expliquer. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein, bien sûr, et j'adore les trolls, hein, donc vous pouvez pourrir la messagerie avec des mots, je suis pas d'accord. De toute façon, je regarde pas les messages, j'ai pas le temps. Donc, typiquement, la gentillesse, c'est quoi? C'est la couillonnerie. Exemple, ma gamine, je lui apprends à faire du roller. Elle tombe par terre, elle se fait un gros bobo. Elle me dit, papa, 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 j'ai mal. Elle pleure et ramène-moi à la maison. Alors moi, je suis un papa gentil, je m'approche, je lui fais un bisou magique et je la porte jusqu'à la maison. Je suis gentil quand je fais ça. Mais qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Quand je fais ça, je lui apprends que elle n'est pas capable de se débrouiller par elle-même. Elle m'a, moi, pour la ramener à la maison. Autrement dit, je l'empêche de développer sa capacité de faire du roller. Je vais vous montrer maintenant la différence avec le papa bienveillant. Le papa bienveillant que je suis, vous allez voir, je suis un salaud. Le papa bienveillant que je suis, quand ma fille se casse la figure, je vais la voir, je lui fais un bisou magique, et ensuite je lui dis, ok, tu peux t'appuyer sur moi, mais tu vas rentrer toute seule à la maison. Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je lui intime la confiance en elle. Je lui suggère que moi, j'ai une grande confiance dans ta capacité à rentrer. Alors, elle va piquer une crise, hein. Oui, mais non, mais j'ai mal, mais j'ai ceci, j'ai cela. Moi, mon job, c'est de rester patient et lui dire, je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Vous voyez, je fais l'effet Pygmalion aussi de cette manière-là. Je lui transmets cette confiance parce que moi, en tant que coach, en tant que papa, je veux être bienveillant. Je veux pas être gentil. Je ne veux pas accepter qu'une personne se dise, je suis une victime. Jamais de la vie. C'est la pire des postures qu'on puisse avoir quand on veut se remettre notamment d'un burn-out. C'est pas de ma faute, c'est pas ceci, c'est pas cela. Juste, t'as appliqué l'exercice? Bah non. Bon bah alors à un moment donné, il faut qu'arrêter de se victimiser, il faut avancer, il faut s'en sortir. Moi j'ai confiance en toi, si tu fais ça, tu vas t'en sortir. Ok? Donc, typiquement pour Hélène, première chose que je te demande de faire, tu cherches les 50 phénomènes positifs que ces événements négatifs, perçus comme négatifs, t'ont apporté dans la vie. Tu vas voir déjà, tu vas avoir une neutralité émotionnelle par rapport à ça. Deuxièmement, regarde les endroits de ta vie où tu as vraiment confiance en toi. On n'a pas confiance en soi. Il y a certains domaines de ta vie où tu as excessivement confiance en toi. Il y a des domaines de ta vie peut-être où tu as perdu un petit peu de confiance parce que tu as pu être déstabilisé par un manager, un collaborateur, un associé, peu importe. Ça se reprend progressivement et constamment. En affrontant progressivement et constamment cette peur, tu verras, elle va disparaître. Troisièmement, ton estime de toi. Ça, c'est le plus important. Ton estime de toi, c'est la qualité de la relation que tu nourris envers toi-même. Cette qualité de relation va être intimement liée à est-ce que je m'autorise encore à me dire je suis nul, je suis bête, je suis idiot? Interdit, hein. Gans verboten. Ça, on va commencer à la place à se dire des choses bienveillantes. Alors vous allez remarquer une chose au début, c'est que vous n'allez pas croire à ce que vous vous dites. Ça fait 20 ans, peut-être 30 ans, peut-être 40 ans que vous vous racontez des conneries sur vous-même. Oh, je suis bête, oh, je suis nul, oh, je suis ceci, oh, je suis cela. Quand vous commencez à vous dire non, non, je fais ce que je peux et je m'améliore de jour en jour, au début, ça va sonner faux à votre oreille. Mais si vous vous dédiez à être focus là-dessus, à être vraiment constant à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui arrive, à vous envoyer ce genre de feedback, au bout d'un moment, cette petite voile ne vous paraîtra plus fausse. Elle vous paraîtra de plus en plus réelle. Ça sera votre petite voix qui vous accompagnera. Ça change tout dans la vie quand on tire un but avec les supporters derrière qui nous encouragent, ou quand on tire un but avec en face les supporters qui nous disent t'es nul, tu vas te planter, tu vas pas y arriver, hein. Bah, c'est exactement la même chose qui se passe dans notre tête à chaque fois qu'on se dit ah je suis nul, ah je suis pas bien, ah je suis idiote, etc., etc. Ça c'est interdit. Et je vais peut-être même vous choquer aussi. Moi je suis très 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 vigilant sur les gens qui passent leur vie, salut Kelly, à s'excuser.
Les gens qui passent leur vie à s'excuser, il y a très certainement un problème d'estime d'eux-mêmes. Et moi, pareil, je leur interdis de s'excuser. Alors attention, vous bousculez mémé dans les escaliers, vous vous excusez, ça c'est évident, c'est de la politesse. En revanche, il y a des gens qui dégainent un oh pardon, oh désolé, oh excusez-moi, pour un oui et pour un non. Mais pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça parce que votre inconscient a appris que vous étiez une petite crotte. Votre inconscient a appris que vous étiez une quantité négligeable. Ouais, il y a des enfants, j'essaye de pas faire de trop de gros mots, mais je vois que la fille de Valérie est pétée de rire. Donc, typiquement, votre inconscient a appris que vous étiez une petite crotte, vous étiez une quantité négligeable, donc vous passez votre temps à vous excuser d'être vivant en fait. Mais interdit ça aussi. Excuse-moi de te déranger, mais tu me déranges pas, Jean-Louis. D'où tu penses que tu me déranges? Jamais tu me déranges. Et moi, je sais suffisamment manager mon temps pour me dire, écoute Jean-Louis, pas maintenant parce que là j'ai un truc, mais ça me fera plaisir de te voir après. Arrêtez de vous excuser pour un oui ou pour un non. Oh, excusez-moi d'arriver en retard. Non, merci de m'avoir attendu. C'est une manière de changer notre posture. Si on commence à être dédié consciemment à ça, vous allez voir que notre manière de nous traiter va changer, notre estime de nous-mêmes va changer. Donc ça, c'est un travail de fond. C'est vraiment pour Hélène un travail qui va se faire progressivement, mais je dois me dédier à ça. Je m'interdis de m'excuser. J'interdis de mal me traiter, de me dire je suis nul, je suis bête, etc. Ça, c'est interdit. Et je commence à nourrir cette bienveillance envers moi-même. OK? Et là, tu vas voir que la confiance et l'estime de toi va revenir tranquillement. Après, tu poses une autre question. Tu dis, j'ai été carriériste jusqu'à mes 35 ans, je le regrette aujourd'hui. Bah cool, tu as encore à peu près 50 ans de ta vie à vivre. Génial. T'imagines qu'il y a des gens qui se rendent compte de ça à la retraite, et puis à la retraite, bah, il y a un AVC qui arrive parce qu'ils n'ont pas développé autre chose que leur carrière. À 35 ans, tu te rends compte qu'il y a peut-être autre chose dans ta vie, génial. Ensuite, tu me dis, tu as fait une reconversion dans le domaine bancaire. Alors, on m'a parlé d'un truc, qui est la reconversion. J'adore la reconversion. Vous savez, il y a plein de gens, quand ils font un burn-out, vous savez ce qu'ils font? Ils font un bilan de compétences. Les boulets. Je rigole, je rigole. Un bilan de compétences. Il y a à boire et à manger dans les organismes de bilan de compétences. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des organismes, vous savez, bon, mon ancien métier, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais vétérinaire. Alors je dis à chaque fois, c'est imaginez, après mon burn-out, je fais un bilan de compétences. Bonjour monsieur Deluerger, vous êtes compétent dans quoi? Bah moi je suis super compétent dans mettre ma main dans le cul d'une vache et diagnostiquer son cycle ovarien. Bah monsieur Duverger, on a fait une étude de métier, vous allez devenir inséminateur bovin. Voilà. Est-ce que vous pensez pas qu'à un moment ou un autre, je vais faire une rechute? J'ai une gueule à faire un séminateur bovin, sans déconner. Le bilan de compétences, je le dis parce que je le vois souvent, ça vous fait marrer, tant mieux. Je le dis parce que je le vois souvent, mais il y a très souvent des organismes de bilan de compétences qui étudient surtout en quoi vous êtes compétent, plus que ce en quoi vous avez de l'appétence. Je ne suis pas certain que Hélène avait beaucoup d'appétence pour le secteur bancaire. J'en sais rien. Peut-être que si. Je la connais pas, Hélène. Mais peut-être qu'elle avait des appétences pour autre chose, juste elle n'avait pas encore la compétence. Retenez ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous voulez faire un changement de carrière, basez-vous d'abord sur votre appétence, plus que sur votre compétence. Une compétence, ça s'acquiert super vite. Quand j'étais petit, j'avais 5 ans. Alors moi, je suis fils de prof. Alors mes parents, tu sais, quand tu es fils de prof, le mercredi, tu vas pas au foot avec tes copains, tu fais du solfège. Et tu fais de la musique. Et hop, débrouille-toi. Donc moi, quand j'étais petit, à 5 ans, on m'a dit, choisis un instrument. J'ai dit, bah, je veux faire de la batterie. Et donc, mes parents, ils m'ont fait faire du saxophone. J'aimais pas tellement ça, le saxophone, c'était pas mon délire, mais j'en ai fait jusqu'à terminer les classes. Et il y avait un deal avec mes parents qui était, quand je terminerais mes études de saxophone, qui étaient laborieuses, pénibles et tout ce que vous voulez, mais j'ai quand même eu un certain niveau, quand j'aurais terminé ça, je me mettrais à la batterie. En 2 ans, j'ai eu le même niveau qu'en plus de 10 ans de saxo. Pourquoi? Parce que l'appétence vous pousse, vous stimule à apprendre beaucoup plus vite. Quand vous avez de l'appétence pour quelque chose, vous êtes en énergie haute pour apprendre. Il n'y a pas besoin de vous motiver pour faire quelque chose. Tu vois, Valérie, ta fille, qui a une appétence folle pour les mathématiques, il n'y a jamais besoin de lui dire ouvre tes cahiers, fais tes devoirs, tout ça. Elle le sait, ça. Elle le sait. Parce qu'elle adore ça. Donc, en gros, si tu trouves quelque chose qui est en rapport avec ton appétence, là, ça peut être intéressant de commencer à te dire ok, je peux me reconvertir là-dedans. Moi, j'avais une énorme appétence pour accompagner les gens, même quand j'étais veto. Mon truc, c'était plus d'aider les propriétaires que les animaux. J'aime bien les animaux, mais j'aimais plus l'humain. J'aimais bien résoudre des problèmes. Le coaching, c'était beaucoup plus naturel. Bon, après, il faut apprendre. Bah, ça te passionne.
Parce que justement, tu sais. Très souvent, les erreurs de reconversion sont des erreurs liées à cette compétence plutôt que cette appétence. D'accord? Ensuite, il y a le contexte. Mais tout ça, ça fait partie d'un bon accompagnement justement à la reconversion. Donc, nos stress, Hélène, la vie est longue, on peut s'en sortir, et puis ça peut être le début justement de ta nouvelle vie. Alors, je continue avec ta question qui est, ma question est de comment reprendre confiance en moi? Alors, on a commencé à en parler en partie. Et ensuite, on verra le jugement des autres, comment faire pour en avoir rien à foutre, clairement, pour reprendre tes termes. J'adore tes termes, je parle comme ça aussi. Alors, je vais t'expliquer comment on fait pour prendre confiance en soi. Déjà, l'idée de prendre confiance en soi, c'est un peu tarte à la crème. Il y a plein d'endroits de ta vie où tu as confiance en toi. Donc, la première chose que tu fais, c'est que tu identifies de manière précise et spécifique les endroits où tu n'as pas confiance en toi. Si tu me dis par exemple, et ça c'est classique, moi j'ai peur de prendre la parole en public. T'as des enfants? Oui. Bon, donc t'as peur de parler devant eux? Bah non, bah pourtant c'est du public. Ah bah oui, mais non, mais bon, alors quoi précisément? J'ai peur de prendre la parole devant des hommes d'une certaine carrure qui ont une grosse voix, etc. Ah, là on commence à avoir un truc super spécifique. Si on a un truc super spécifique, coucou Marina, si on a un truc super spécifique, alors on peut commencer à traiter le problème. Et comment on traite le problème? On traite le problème de confiance en soi en affrontant, écoute bien ça, progressivement, constamment et régulièrement ce problème-là. Je répète, progressivement, régulièrement, constamment. Il faut que tu t'imagines une chose, c'est que la peur, c'est une frontière. C'est la frontière de ce qu'on appelle la zone de confort. Derrière la zone de confort, il y a la peur, hein, c'est ta barrière. À chaque fois que tu évites de faire quelque chose parce que tu as peur, imagine-toi que cette frontière, elle se rapproche de toi comme ça, jusqu'à ce que tu te retrouves enfermé à l'intérieur de... Imagine, c'est des murs qui se rapprochent de toi au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu te retrouves complètement accroupi. Mon idée, c'est de te dire la chose suivante. À chaque fois que tu vois la peur qui arrive, au lieu de faire un pas en arrière, tu fais un pas en avant vers elle. Mais comment on va faire ça? Ben, on va le faire en acceptant qu'on merdouille. La première fois que tu vas parler devant ce bonhomme qui a une grosse voix, qui a une machin, tu vas peut-être lui dire non rien. Eh ben, tu sais quoi? Le ouais, non rien, ça sera déjà beaucoup mieux que le oui immédiat. Tu auras fait déjà un petit pas vers cette peur. Tu auras déjà fait un petit pas pour repousser ta barrière. Et c'est comme ça que tu vas retrouver confiance en toi. Moi, je vais te donner un petit peu ce que je fais à titre perso. À chaque fois, écoute bien, à chaque fois que je vois une peur, à chaque fois que je perçois une peur, je dis oui. Je vais vers elle. Alors attention, pas n'importe quelle peur, il faut que ça soit des peurs qui m'intéressent, des peurs dans des compétences que j'ai envie de développer, compétences sociales, par exemple. Sauter d'un parachute, je m'en contrecogne. Je veux dire, c'est pas mon, à la limite, je pourrais le faire parce que ça m'amuse de repousser ma peur, mais si j'ai peur d'affronter quelqu'un parce qu'il me rappelle mon enfance, mon passé, etc., etc., je dis oui, ça, ce défi-là, j'y vais. Et à chaque fois que je fais ça, j'avance, je progresse. Ce que je veux quand j'avance vers cette peur, c'est pas réussir, c'est juste affronter cette peur. Même si cette peur, elle me bat encore. Même si je fais non rien, ça y est, j'ai fait un pas vers cette peur. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que tu retrouves au fur et à mesure confiance et estime en toi. Donc, intolérance envers ton propre bullshit. Ce que j'appelle ton propre bullshit, c'est je suis nul, je suis pas assez bien, etc. Machin. Intolérance envers ça. Intolérance envers le je m'excuse de vous demander pardon, mais désolé s'il vous plaît. Tout dans la même phrase. Et je m'envoie du, je m'envoie du bien. Je suis en grosse forme aujourd'hui. Je m'envoie du bienveillant. Alors, le bienveillant, c'est pas du gentil. Le gentil, c'est oh, c'est pas grave, ma chouchou, t'inquiète pas, ça va aller. Non, ça, c'est gentil. Bienveillant, c'est ok, là, t'as merdé. On va regarder comment on fait mieux la fois prochaine. Et je sais que tu vas t'en sortir. Ça, c'est bienveillant. Et ensuite, j'affronte progressivement, constamment, régulièrement. Jusqu'à ce que tu t'aperçoives que ce qui te faisait peur il y a 6 mois, un an, te fait plus peur. Voilà, tout simplement. OK? Alors, le jugement des autres, c'est pareil. C'est pas le jugement de tout le monde qui te saoule, c'est le jugement de certaines personnes. Donc, le jugement des autres, en fait, ne nous fait peur que quand on te recentre sur soi. Pardon, je vais essayer de la faire parce que sinon il y a des gens qui vont dire oui, Théo, tu dis n'importe quoi. Je vais essayer de détailler un petit peu ça. Le jugement des autres ne me fait peur que quand je ne suis pas assez centré sur moi et que je crois que l'autre a plus raison que moi. Donc ça va avec l'estime de soi, confiance en soi.
Comment on apprend à se foutre complètement du jugement des autres? C'est super compliqué, on est des individus sociaux. Depuis des temps immémoriaux, on vit en groupe, on adopte des mêmes codes, etc., etc. Donc soit tu es un super rebelle, de base, et le fait d'être un super rebelle, bah, ça te met dans la catégorie des rebelles, donc tu rentres dans un autre groupe social, le groupe des rebelles. Soit tu décides d'être, écoute bien, honnête envers toi-même. Honnête envers toi-même de te dire, OK, cette décision-là, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pas pour moi? Est-ce que ça me monte en énergie ou est-ce que ça me descend en énergie? Et de se dire, OK, je trahis qui quand je dis oui, quand j'ai envie de dire non? Et de la même manière que je vais t'imposer ganz verboten de mal se parler, de mal se traiter, ganz verboten de se trahir soi-même aussi. Alors tu verras au début, tu te trahiras plein de fois parce que pour l'instant, peut-être qu'il y a certaines choses qui te font très 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 peur. Mais si tu pars dans le mindset de à partir d'aujourd'hui, je vais faire ce que je peux, mais je vais progresser. Bah, peut-être cette personne qui te fait pas trop peur, mais un petit peu peur quand même, tu arriveras elle à lui dire non. Jusqu'à ce que, OK, ce niveau-là, c'est bon. Je vais prendre la personne qui me fait un tout petit peu plus peur et ah OK, maintenant celle-là, j'y arrive. Et de fil en aiguille comme ça, tu t'apercevras que rien à secouer. J'ouvre les boutons de ma chemise, je suis débraillé, je m'en cogne. Et il y a plein de gens qui me regardent. Et je dis des gros mots, même s'il y a des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est bon, elle est partie. Elle est partie se coucher. 18 heures, comme les poules. Donc, typiquement. Ah non, elle est là. Oh, elle est revenue. Donc, typiquement, typiquement, tu vas voir que ça va se faire petit à petit. Ton baromètre, c'est toi-même. Je répète, ton baromètre, c'est toi-même. Je vais vous inviter régulièrement tout au long de la journée. Salut au Québec. Je vais vous inviter tout au long de la journée régulièrement à faire des pauses et à vous demander si, quand vous faites quelque chose, vous avez l'impression que vous montez en énergie ou est-ce qu'au contraire, ça vous draine. Ou est-ce qu'au contraire, faire ce truc-là, broum, ça me saoule, ça m'épuise, ça me fatigue. Juste déjà avoir cette conscience de soi, c'est retrouver le rapport avec soi-même. C'est bon pour ton estime de toi. On est en train de faire ça depuis tout à l'heure, on tourne autour, hein, mais c'est vraiment ça. Retrouver ce rapport à moi, se recentrer sur soi plutôt que se recentrer sur les autres. Est-ce que ça, quand je fais ça, ça monte en énergie ou est-ce que ça me baisse? Ok. Et au fur et à mesure, bah, faire un peu plus de ce qui me monte en énergie et un peu moins de ce qui me baisse. Tout simplement. Ok? Alors, ça prend du temps, mais on s'en sort. Ok? Ça prend du temps, mais on s'en sort. Voilà, c'était ouais, 28 minutes pour une première question. C'est bon, il y en a 40 hein, des questions. Vous êtes là jusqu'à demain? Non, je rigole, il n'y en a pas autant. Après, vous allez voir qu'au bout d'un moment, les questions sont un peu redondantes. C'est pour ça, au début, je blablate un petit peu, puis après, ça va mieux. Ok, cool. Renata nous dit. Alors, cette question-là, elle revient souvent. Donc, vous allez voir, elle est hyper intéressante. Renata nous dit. J'aime bien ce prénom. Elle nous dit quelle est la différence entre le burn-out et le dépression? Comment savoir si l'on vit l'un ou si on vit l'autre? Merci. C'est une excellente question. Et cette question, je vais y répondre en plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà le seule personne habilitée, ça c'est pour que je me fasse pas défoncer, la seule personne habilitée à faire un diagnostic est un médecin. Je suis vétérinaire, je te rappelle, moi je peux faire un séminateur bovin, mais pas diagnostiquer un burn-out ni diagnostiquer une dépression. Donc ton médecin. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais parfois, force est de constater qu'en France, quand vous arrivez chez le médecin, il vaut mieux déjà savoir ce que vous avez, parce qu'il a juste 2 minutes le temps d'écrire sur un papier son diagnostic et vous prescrire des médicaments. Il n'a pas le temps. Je l'ai plein, c'est vraiment un métier de plus en plus complexe. Donc, il n'a pas forcément toujours la lucidité de faire la différence entre dépression et burn-out. Bon, psychiatre, parfois un peu mieux. Se pose la question aussi des médicaments. Est-ce que les médicaments pour le burn-out ou la dépression, c'est bien ou c'est pas bien? Je vais répondre aussi à cette question. Le médicament, si vous en avez besoin, c'est bien. Si c'est la bonne molécule, c'est bien. Sinon, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Donner une certaine molécule à une personne dépressive alors qu'elle en a besoin d'une autre, c'est du bullshit. Ça peut même rendre dépendant. Je vous donne un exemple. Dans certains cas, on a la main lourde sur les somnifères, alors que réapprendre à dormir, c'est un des trucs les plus faciles qui existent.
Et on devient dépendant de son somnifère, alors que, franchement, bon. Maintenant, prendre un somnifère parce qu'on prend l'avion et qu'on n'a pas encore appris à s'endormir sur commande, bah oui, ça me va, c'est pas un problème. Bah c'est pareil en fait pour dépression et burn-out. Un médicament utilisé à bon escient, oui. Un médicament utilisé comme une béquille dont on n'arrive plus à se séparer, non. Gans verboten. Maintenant, je reviens à ta question. Burn-out et dépression, je crois que j'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus. J'ai dû en faire même plusieurs. Mais il y a un truc qui est super caractéristique par rapport à ça, c'est le hyper ou le hypo. Le hyper, c'est en excès. Le hypo, c'est en défaut. Burnout, tu es généralement en tachypsychie. Les pensées, elles tournent dans tous les sens. Souvent, les personnes en burn-out, elles vous diront qu'elles ont des troubles cognitifs, elles vous diront qu'elles ont des pertes de mémoire. En fait, c'est qu'elles sont tout le temps en train de penser à tellement de trucs que rien ne devient important. Elles perdent leurs lunettes qu'elles ont sur les yeux, elles posent les clés dans un endroit parce qu'elles sont en train de penser à 1000 choses à la fois. Et donc, cette hyper cognition va entraîner des troubles. Ok. L'inverse, on peut le trouver dans la dépression où on va être en bradypsychie. En gros, 2 de tension. Électroencéphalogramme plat. Burnout, c'est pas vraiment ça, hein. Burnout, on peut avoir une personne qui va toujours chercher. Retenez ça, c'est un des principaux critères. Maintenant, et c'est là où ça se complexifie un petit peu, c'est qu'un burn-out, mes chouchous, ça peut se surinfecter. Ça peut se surinfecter d'une dépression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir les deux en même temps, mon capitaine. Vous pouvez avoir un burn-out qui va être amplifié par des états dépressifs, où vous n'allez plus avoir envie de rien, où la vie va vous sembler merdique. Les burn-out sans état dépressif, ils ont vraiment envie de s'en sortir, ils savent juste pas comment. Les burn-out avec état dépressif, la prise est débranchée et en plus le moral est dans les chaussettes. Ok? C'est pas parce qu'on est dans un état dépressif ponctuel qu'on est dans une dépression chronique. Je vais pas rentrer non plus dans le détail, sinon on va partir sur un cours d'une heure sur les différentes pathologies, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée. On a mis au point un outil qu'on a appelé avec un nom très scientifique la roue du bonheur. Nous, alors c'est super empirique, mais ça marche super bien. Cette roue du bonheur, c'est quoi? C'est de se dire que tu as 5 domaines de vie dans lesquels tu vas puiser de l'énergie et dans lesquels tu vas donner de l'énergie. Ces 5 domaines, c'est quoi? La vie de famille, bah, ça me donne de l'énergie, mais ça m'en pompe aussi un petit peu. La vie professionnelle, ah ouais, ça me pompe beaucoup l'énergie. Mais ça peut m'en donner aussi de l'énergie. Si j'ai des échanges super sympas avec des clients, avec un projet intéressant, bah, ça peut me donner de l'énergie. Ça peut me pomper, mais ça peut aussi m'énergiser. La vie sociale, mes potes, mes amis, ça me donne de l'énergie, mais parfois ça peut m'épuiser aussi. La vie de couple, alors la vie de couple, j'expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est. C'est pas forcément ce que vous croyez. Mais ça peut être ce que vous croyez, mais pas uniquement. Ne rigole pas, Christella, je te vois. Et, et la vie personnelle. Donc 5 domaines de vie. Vie de famille, vie professionnelle, vie sociale, vie de couple, vie personnelle. Bon, nous, ce qu'on a, c'est un outil d'évaluation de ces 5 sphères de notre vie. Et en fonction des notes globales qu'on va avoir, on va avoir des alertes. Ah, en dessous d'une note de 12, il y a probablement un état dépressif. Parce que les 5 domaines de vie ont été désinvestis. Donc là, probablement qu'il va y avoir un état dépressif. Parce que ça merde dans le pro, ça merde dans le perso, ça merde dans le couple, ça merde dans le travail, ça merde dans le social. Il n'y a plus rien qui va. Si on a une note entre 12 et 14, on se méfie. On est en burn-out, on se méfie. Mais ça va quand même. On n'est pas en état dépressif, il y a encore envie de s'en sortir. Ce qui est sûr et certain, c'est que la stratégie va être différente si on a un état dépressif ou un burn-out. Ou les deux. Très souvent, quand on a un état dépressif, en plus d'un burn-out, on a une forme de passivité. Le burn-out sans état dépressif, il a envie de s'en sortir, il a envie de se bouger le cul, il sait juste pas comment. Et on est obligé de le retenir, dire ah, assieds-toi, dors, arrête, repose-toi. Burn-out avec état dépressif, ça peut être j'ai plus envie, je me sens las. C'est là où c'est super intéressant d'aller chez un psychiatre qui donne la bonne molécule pour booster le moral de la personne pour qu'elle se donne elle-même l'envie ensuite de se remettre sur pied. Vous voyez? Donc la stratégie, elle n'est pas la même. Je reviens à cette roue du bonheur.
pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est. Notre bonheur réel dépend de ces 5 sphères de notre vie. Alors, la sphère familiale, tout le monde sait. Alors, Tata Suzette, qu'on n'a pas vue depuis 15 ans, on s'en cogne, hein. En revanche, ouais, bon, elle est mignonne, mais on s'en cogne. On la voit pas, elle nous appelle pas, on l'appelle pas, c'est pas grave. C'est les gens dans ma sphère familiale dont je suis vraiment proche, dont leur avis va compter sur moi. Ah, je me prends une réflexion de ma sœur, ça pique. Et ça tourne dans ma tête et je draine. Mon énergie, elle est perdue. Ah, je passe un super moment avec mon fils, génial. Mon énergie, elle augmente. L'énergie qu'on va recevoir dans la vie professionnelle, c'est quoi? Bah, c'est justement les échanges avec les collègues, ça va être la rémunération, ça va être l'intérêt qu'on va avoir pour son boulot, comment on va être investi dedans. La vie sociale, c'est quel rapport j'ai avec mes potes. Est-ce que je suis encore là pour eux? Est-ce qu'ils sont encore là pour moi? Ou est-ce que les liens se sont distendus? Je le répète, un des tout premiers signes du burn-out, c'est la désocialisation. Personne ne vous le dira, mais c'est la première branche qu'on va couper. Ah, j'ai pas le temps, puis demain j'ai du boulot. Non, j'irai boire un verre plus tard. Bah, commencer à regarder ça, cette branche pote qui diminue, c'est se dire, ok, peut-être que je suis en train de tomber. Alors, la branche couple, bois un coup avant de me faire engueuler. La branche couple, c'est pas forcément, comment dirais-je, votre meilleure moitié. C'est-à-dire que quand je l'ai épousé, il ressemblait à Georges Clooney. Maintenant, avec ses claquettes chaussettes et son gros bide, moins. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, oui, la branche couple, c'est j'en vois qui sont pétés de rire. La branche couple, c'est l'énergie de complicité très souvent sexuelle que je vais avoir avec un ou plusieurs partenaires, pas forcément du sexe opposé, ça peut être du même sexe. C'est pour ça que je ne suis pas le père la morale. C'est pour ça que parfois, ma sphère couple peut aller très très bien si j'ai un croque-monsieur en plus de mon mari. Avec mon mari, bon, on se regarde, il est gentil, ça fait longtemps qu'on fait plus guili-guili. Mais par contre, il y a un croque-monsieur. Et donc, je me sens super bien parce que cette énergie de couple, elle m'est donnée. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, mon mari devient plus le père de mes enfants. D'ailleurs, on le présente plus comme George, hein. Bah, je vous présente le père de mes enfants. Généralement, quand on commence à dire ça, faut se méfier. Bah, j'en vois qui se marre, je dirais pas qui, mais j'en vois qui se marre. Euh, la sphère perso, c'est quoi? C'est l'estime de soi. C'est vraiment la qualité et la quantité de temps que je vais me donner à moi-même dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, pour faire des choses qui me plaisent rien qu'à moi. Je répète, la qualité et la quantité du temps que je vais me donner à moi-même pour faire des choses qui me plaisent vraiment, par jour, par semaine, par mois, par an. Très souvent, chez les personnes en burn-out, ça, c'est dans les chaussettes. Pourquoi? Parce que des personnes en burn-out ont un driver fait plaisir, soit fort. Driver, petit mot de jargon, c'est un petit programme inconscient qu'on a depuis l'enfance. Quand on a entendu tout le monde nous dire, allez, fais plaisir à machin, fais plaisir à ceci, fais plaisir à cela, on a compris qu'on était quelqu'un de bien que si on faisait passer les autres avant nous. Résultat des courses, ben, le driver, la sphère du perso, elle est complètement vide. Moi, je demande aux gens, toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Ils me disent, bah, je sais plus. Ah bon? Non. Mais qu'est-ce que tu fais rien que pour toi? Bah, je cours. Ok. T'aimes ça? Bah, non. Donc en plus, le peu de temps que tu prends pour toi, tu te prends à te torturer, mais t'es malade. Tu vois ce que je veux dire? Donc, typiquement, il faut faire attention à ça. La qualité et la quantité de temps de qualité qu'on passe avec soi-même. Vachement bien ça. Tout ça va m'aider à remonter mon burn-out. Alors évidemment, il faut péter ses drivers d'abord, sinon on peut toujours siffler, mais c'est une manière de remonter de l'état dépressif jusqu'à un état juste burn-out, sans dépression. Je répète, parfois le médicament il va servir à donner un petit coup de boost pour justement donner envie aux gens de faire les choses, d'engager une thérapie, d'engager une transformation, d'engager un changement. On a besoin un petit peu d'énergie. Pas forcément des masses, mais un petit peu. Et ensuite, je vais m'amuser à regarder consciemment comment j'équilibre cette vie-là. Ça, les gens qui me disent, moi, je veux une vie pro et perso équilibrée, ma question est toujours marrante, c'est quoi ta vie perso? Bah, je veux passer plus de temps avec ma femme. Non, ça s'appelle la vie de couple chouchou. Ah ouais, je veux passer plus de temps avec mes potes. Bah, ça s'appelle la vie sociale. Les gens ne savent pas ce que c'est que leur vie perso parce qu'on a oublié ça, parce qu'on a le driver, justement, fait plaisir. C'est compliqué de penser à notre pomme. Nous, dans le Quick Chain, on a appelé ça le concept de l'égoïsme salutaire, qui est si je mets d'abord le masque sur les autres avant de le mettre sur moi dans l'avion, eh ben on sera tous morts. Sauf si c'est un Airbus 777 MAX.
ou de toute façon, on sera tous morts. Un Boeing, pardon, qui passent leur temps à déconner. OK? Bon. Voilà pour la réponse à la question entre dépression et burn-out. Jeannette, est-ce que les hommes sont moins touchés par le burn-out? Non, madame. En revanche, c'est vrai que les hommes, c'est des bonhommes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très compliqué pour eux d'aller parce que le driver soit fort, tu vois, chez le bonhomme, il est ouais, c'est ça. Le driver soit fort chez le bonhomme, il est inculqué depuis l'enfance. Un homme, ça pleure pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très compliqué pour un homme d'aller frapper à la porte d'un coach, d'un thérapeute, d'un médecin pour se dire je crois que ça va pas. Le driver soit fort, il est vraiment très poussé. Et le mec, il va rester très 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 discret par rapport à ça, ce qui est compliqué aussi. Il y a autant de mecs que de nanas qui sont en burn-out. Autant, autant. Maintenant, c'est vrai que tu regardes même les magazines, tu vois, type Psychologie Magazine, ce genre de truc, c'est lu à 80-90% par les nanas. Les lecteurs de Psychologie Magazine, c'est 90% de nanas. En revanche, c'est aussi intéressant de voir que culturellement, bah, en fonction de la charge qu'on fait porter sur les femmes, il y a des gros risques hein, quand même. Hein. Tu dois être, t'es prête? Et une bonne mère, et carriériste, et une bonne épouse. Et en plus de ça, tu dois savoir faire à bouffer, parce que quand même, sinon, faut pas déconner, quoi. Georges Clooney, il faut s'en occuper de temps en temps. Ça va, je peux souffler 2 minutes, ouais, hein. Donc, tu peux comprendre que les nanas ont une pression culturelle, sociale, tout ce que tu veux, qui est costaud aussi, différente de celle des mecs. Les mecs, c'est carriériste, sois fort. Un mec, ça pleure pas. Les nanas, c'est tu dois tout faire. Donc, tout ça va plonger, repasser le linge, ouais, c'est clair. Exactement. Donc, tu vois, être une bonne maîtresse de maison. Tout ça, c'est en train de se transformer, de changer gentiment. Moi, ce que j'aimerais justement, bah, c'est qu'on foute un peu la paix aux femmes par rapport à tout ça. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que les hommes se rendent compte que c'est pas être fort que de garder tout pour soi. Il y a une métaphore que j'utilise souvent avec les coachés, ça va vous faire marrer. Je l'utilise généralement avec les métaphores féminines parce qu'on a beaucoup plus de femmes aussi chez nous dans l'accompagnement que d'hommes. Mais je vais l'utiliser avec les hommes. Tiens. Imaginez, vous êtes dans la savane. Et vous avez un lion et un antilope. C'est comme les fourmis, il y a des fourmis monsieur et des fourmis madame. Donc là, c'est un antilope. Et tous les deux sont comme ça, tranquilles, en train de chiller dans la savane, peinard. Et là, bim, il y a le bébé antilope qui meurt et le bébé lion qui meurt. Oh, les deux parents comme ça, ils regardent le bébé. Lequel des deux pleure, à votre avis? Bah, c'est pas l'antilope, c'est le lion. Le lion, c'est un putain de lion. Qui c'est qui va venir le faire chier? Qu'est-ce qu'il en a à secouer qu'on le regarde en train de pleurer? C'est un putain de lion. Le fait d'être capable d'assumer ses émotions, le fait d'être capable de dire ouais là je me sens pas bien en fait. Le fait d'être capable de demander de l'aide, faut être sacrément costaud pour faire ça. Or nous on a compris que être costaud c'est cacher. Quand on cache, à l'intérieur ça explose. Hein. Et très souvent quelque chose qui n'est pas exprimé, c'est comme ça qu'on termine ça en dépression. Donc moi je préfère que vous deveniez tous des lionnes plutôt que des antilopes. Même si c'est mignon une antilope, mais bon, avec un peu de poivre et pas trop cuit. Alors, on continue. Ça, c'était pour Renata. Jeannette nous demande si les hommes sont moins touchés. Ok. Marjorie, est-ce que c'est fréquent le burn-out chez les gens après avoir traversé un cancer? Ma connaissance, zéro étude là-dessus. Aucune étude de corrélation entre cancer derrière burn-out. En revanche, et là, il faut voir la question d'une autre manière. Ce qui est super fréquent en revanche, c'est de déclencher ce genre de saloperie à cause d'un truc bien connu qu'on appelle le stress. Le burn-out n'est pas une maladie psychologique. C'est bizarre, hein? Mais le burn-out n'est pas une maladie psychologique, c'est une maladie physiologique qui va se complexifier en devenant une maladie psychologique. Mais à la base, c'est une maladie physiologique, le burn-out. Le burn-out, c'est un stress qui s'est accumulé, qui est devenu chronique. Le stress, au début, c'est cool Raoul. Quand vous êtes dans la savane et qu'il y a un lion qui vous court après, bah, c'est bien de ne pas être trop mou du genou, quoi. C'est bien d'être un petit peu stressé, ça vous fait courir plus vite.
Quand vous avez un truc un peu chaud bouillant au boulot, bah, c'est bien d'être un petit peu stressé, ça vous rend plus performant. Le problème, c'est quand cette cochonnerie-là, elle perdure dans le temps. Là, ça devient compliqué. Pourquoi? Mais parce que là, vous allez déclencher une sécrétion, une fabrication dans votre corps de tout un tas de choses qui pouvaient être très bien à petite dose, mais qui vont vous tuer à grosse dose. L'important, c'est la dose, hein, c'est pas le type de poison. L'important, c'est la dose. Donc, plus vous allez vous prendre de doses de ces cochonneries-là, plus les effets sur le moyen terme, long terme sont délétères. Moi, je me souviens très bien Un jour, je faisais une conférence comme ça avec un copain à moi. Le mec, il me dit, moi, à 50 ans, j'ai vendu ma boîte. J'ai vendu ma boîte suite à une discussion que j'ai eue avec un grand patron qui bossait jour et nuit, 16 heures par jour. Il était sur plusieurs fuseaux horaires en même temps. Et il a dit, ouais, moi, quand j'aurai 55 ans, je vendrai ma boîte, tu verras, ça sera super. À 55 ans, il vend sa boîte, il achète une énorme baraque sur la Riviera. Un an après, il était crevé. Vous pensez pas que le stress, il a eu un impact là-dessus? Et le stress et le cancer, bah, c'est intimement lié. Il y a pas mal d'études là-dessus, de rapports entre stress et cancer. Il y a pas mal d'études entre stress et AVC aussi, qui sont les deux pathologies, à mon sens, long terme, dont on ne parle pas, mais qui sont, à mon sens, les conséquences du burn-out. S'il n'est pas soigné, s'il n'est pas traité. Et les gens, ils s'en foutent parce qu'ils se disent, ça va arriver plus tard. Tu sais, c'est comme fumer tu. Ouais, vas-y, file-moi une clope. Ça va me tuer, mais dans 20 ans. Mais c'est maintenant, en fait, que ça change. C'est maintenant qu'on fait la transformation. C'est maintenant qu'on fait du bien à notre vieux nous. Et votre vieux vous, si vous voulez qu'il dépasse les 60 ans, c'est le moment d'y réfléchir. OK? Donc, qu'est-ce que je me mets dans la tête? Comment je manage mon stress? Comment je me génère des temps de décompression? Alors, vous pouvez utiliser plein de trucs, hein. Il y a cohérence cardiaque, méditation, tout un tas de trucs. Comment je fais très, 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 très attention à mon mental aussi? Le stress, c'est très, très, très souvent lié au petit film qui se déroule aussi à l'intérieur. Je vais anticiper l'avenir, donc je vais avoir peur, je vais ressasser le passé, donc je vais être en colère ou je vais être triste et je vais pas être bien par rapport à ça. Donc l'idée, pour péter le stress, c'est d'arriver à contrôler son mental. Si je contrôle mon mental, bah, j'anticipe pas qu'il va y avoir un danger ou quoi que ce soit ou quoi que ce soit. Je le verrai quand il va arriver, puis je suis assez grand pour me dépatouiller, puis peut-être, au pire, on meurt, hein. En revanche, si je ne sais pas gérer mon mental, ce que je vais faire, je vais être en permanence en train d'anticiper l'avenir ou de ressasser le passé. Et c'est là où mon stress, il va s'amplifier en permanence. Donc, l'une des premières choses à faire quand on est en stress, apprendre à contrôler son mental. Alors ensuite, il y a tout un tas d'autres trucs aussi qui va jouer. Parce que très souvent, quand on fait un burn-out, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, la sucrerie, là, elle commence à me plaire. Et puis la sucrerie que je prenais par-ci par-là de temps en temps, la malbouffe, bah, j'ai la flemme, je suis fatigué. Et je vais commencer à bouffer des saloperies, qui peut-être vont aussi être les précurseurs de mon futur cancer. Bouffez pas trop de sucre hein, si vous avez des cancers ou des trucs comme ça. Les cellules, elles se nourrissent de ça, hein. Donc elles se multiplient à fond, hein. Donc, il y a des liens, évidemment, entre tout ça. Il y a des liens entre tout ça. Donc, dire est-ce que burn-out est lié au cancer? Parfois, ça peut exister, j'imagine. Il y a, à mon sens, en tout cas à ma connaissance, pas d'études liées à ça. En revanche, attention, burn-out peut entraîner cancer. Moi, c'est ça qui me fait le plus gaffe, le plus peur. La suite, on a Arnaud. Vous voyez, il y a des mecs qui sont là. Arnaud qui nous dit combien de temps peut durer un burn-out et comment est-ce qu'on sait qu'on en est sorti? Ça, j'adore cette question-là. Un burn-out, ça peut durer toute une vie. Parce que déjà, la première chose, c'est que la plupart des gens qui sont en burn-out ne le savent pas. La personne en burn-out, vous allez remarquer une chose, c'est que c'est la dernière à le savoir. Vous allez avoir plein de gens qui vont lui dire, mais t'as l'air crevé, Martine. Jean-Louis, t'es sûr que ça va? T'as laissé ton portable aux toilettes? Ah oui, pardon, j'avais oublié. Mais la personne en burn-out, comme elle est dans le déni parce qu'elle a son driver soit fort, eh ben elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Je reviens à ce driver soit fort. Le driver soit fort, c'est le truc qui vous empêche de vous arrêter. Non, moi, c'est pas grave, j'ai le dollar, j'encaisse, etc., etc. Il va, j'imagine toujours, moi, que vous êtes une corde et qu'à chaque fois que vous encaissez un truc, il y a un brin de la corde qui pète parce que votre driver soit fort se dit, tais-toi,
allez, continue. Jusqu'au dernier moment où il n'y a plus qu'un brin et quand ça pète, ça pète. C'est le phénomène qu'on appelle la prise qui se débranche. Où là, le matin, je suis comme ça dans le lit, je ne sais plus me lever. Vous voyez, ceux à qui c'est déjà arrivé, vous savez ce que c'est. Et ça, c'est à ce moment-là qu'on dit, ah, il est en burn-out, Gérard. Mais vous croyez pas que votre burn-out, vous l'avez déclenché plus tôt? Moi, je dis votre burn-out, vous l'avez déclenché plus tôt. Vous l'avez déclenché à partir du moment où vous avez votre premier brin de corde qui s'est pété, vous ne l'avez pas entendu. Maintenant, en fonction de l'endroit où vous avez été sensibilisé au burn-out, en fonction du nombre de brins qui vous restent sur votre corde, le temps pour vous réparer sera plus ou moins long. Ça va dépendre de plein de trucs. Ça va dépendre de votre condition physique, ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre de votre alimentation, ça va dépendre d'à quel moment votre burn-out il a été diagnostiqué. Donc, il y a une phase incompressible dans le burn-out, je la répète celle-là, il y a une phase incompressible dans le burn-out où va falloir se détendre la nouille. Votre corps, il vous dit stop, eh ben stop. Arrête de lutter. Reste au lit, fous-toi la paix. Jusqu'à ce que tu retrouves un tout petit chouille d'énergie. Voilà. Ça, c'est la première phase. Ça dépend d'une personne à une autre. Ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais une fois que j'ai un petit peu d'énergie, si je ne fais pas ce qu'il faut pour m'en sortir, et je vais vous dire ce qu'il faut pour vous en sortir à mon sens, mais je vais rester à vie en sursis en fait. Et je vais avoir des personnes qui me disent, Théo, avant de venir chez toi, j'ai fait 4 burn-out. Bah, en fait, tu l'as jamais soigné ton burn-out. Tu t'es juste détendu 2 minutes, tu t'es reposé, puis t'es retourné au combat. Bah, tu t'as jamais soigné ton burn-out en fait. Alors comment on répare un burn-out? Vous pouvez noter. Si ça vous branche, je vous donne les étapes précises de A à Z. La première étape, en tout cas nous c'est comme ça qu'on fait. Et ça marche plutôt pas mal. La première étape pour se remettre d'un burn-out, ça va être de permettre à la personne de retrouver du calme, de la paix, de la tranquillité pour qu'elle puisse se reposer. Alors, ça commence par quoi concrètement? Transmettre à la personne une méthode pour contrôler ses pensées, pour qu'elle ne soit plus en permanence en train d'anticiper l'avenir ou de ressasser le passé. Parce que même si tu es dans ton lit allongé, mais que tu es en train d'anticiper l'avenir, tu es en train de péter ton énergie. Les émotions, ça te défonce ton énergie. La rumination, ça te défonce ton énergie. Donc la première chose qu'on va faire, c'est apprendre aux gens à cloisonner leurs pensées. Bonne nouvelle quand on fait ça, bizarrement, leur sommeil s'améliore. Double effet qui se coule, je suis plus en train d'anticiper et de ressasser, et mon sommeil s'améliore, mon énergie remonte. Deuxième étape, péter ces putains de drivers. Tant que j'ai ces drivers en moi qui me disent mon Dieu, je suis nul parce que je suis pas parfaite, mon Dieu, je suis nul parce que je pense à moi avant de penser aux autres, et donc j'ai la boule d'angoisse parce que tu te rends pas compte, Théo, je culpabilise, ou mon Dieu, si je suis pas fort, je suis une merde. Tant qu'on a ces drivers en nous, on n'est pas guéri, loulou. Donc, deuxième étape, péter ces drivers, les reprogrammer. Il est hors de question qu'à 35 ans, tu aies encore le programme du gamin de 8 ans que tu étais. Troisième étape. Là, on va se dire qu'on a fait la partie psy. Alors, vous avez une personne qui va se contenter de la partie psy, tout va bien, roule ma poule, je retourne au boulot. La fleur au fusil. Et imagine que c'est un boulot où il y a beaucoup de challenges, un gros rythme, etc. Et dans 9 cas sur 10, la personne, elle ne sait pas s'organiser. Dans 9 cas sur 10, la personne, elle sait être efficace, mais elle ne sait pas être efficiente. Tu crois pas qu'elle va être submergée à un moment ou à un autre par les tâches qu'elle va ramener chez elle, quitte à décaler son temps de travail, quitte à faire en sorte que sa roue de l'équilibre, elle soit complètement pétée? Donc, le deuxième grosse étape, après la partie purement psy, c'est vraiment la partie coaching pur et dur. Coaching sur quoi? Gestion du temps. C'est pas un truc qui se fait au doigt mouillé, la gestion du temps. Et la gestion du temps, nous, on la base beaucoup sur la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle ne peut s'appliquer, la loi du 20-80, que si on a pété le driver soit parfait. Loi de Pareto te dit 20% de tes actions t'amènent 80% de résultats. Autrement dit, au lieu de faire du parfait, on va faire du très bien. Si j'ai pas pété le driver soit parfait, la personne, elle n'entend pas ça. Ben oui. Donc, on va faire un coaching gestion du temps, efficience. Ce truc-là, on va ensuite le mettre en rapport avec la roue de l'équilibre. Comment je vais être efficient dans chacun des domaines de cette vie? Qu'est-ce qui est vachement important pour moi?
dans le couple, dans la vie pro, dans la vie perso, dans la vie sociale, dans la vie de famille. On va peut-être aussi, dans cette deuxième partie, coaching pur et dur, se dire, dis donc là, ton métier, tu m'as dit que tu étais très compétent pour ça. T'as de l'appétence ou pas? Ah bah non, pas trop. On va peut-être donc faire un travail vraiment sur qui je suis, qu'est-ce que je veux dans la vie, quand je n'ai pas peur de me montrer face au monde, quand je n'ai pas peur de dire, bah je suis cette personne-là et je l'assume. Et c'est pour ça que c'est assez fréquent que des gens, quand ils sortent de chez nous, se disent, bah je change de carrière, je change de voie, je ne suis pas à ma place. Il y a des vraies questions à se poser. Et donc chercher avec eux comment leur nouvelle voie professionnelle peut s'intégrer dans un projet plus global. Ah ouais, mais si je fais ce métier-là, est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Tout ça, c'est des vraies questions à se poser. Sinon, retourne dans ton métier qui te saoule et refais un burn-out dans quelques mois. Parce que tu as eu tellement peur de manquer d'argent que ceci, que cela, que tu n'as pas osé affronter tes trucs. Donc, il y a aussi une étape qui va être observer, identifier de manière excessivement précise ces peurs pour les bousiller. Et on a des outils pour bousiller les peurs, basés notamment sur des techniques de thérapie cognitivo-comportementale, entre autres. Mais quand j'ai repris contrôle de mes pensées, normalement, mes peurs, déjà, elles me font plus peur. Bon, alors imaginez, on a fini la partie coaching. On a fini la partie psy, on a fini la partie coaching. Jean-Jacques, il retourne au boulot. Et puis là, il va au boulot comme ça, tranquille. Et puis Jean-Jacques, tu sais, c'est un gars qui est vachement sympa. Et Jean-Jacques, quand c'est l'heure de distribution des promotions, bah lui, il en a jamais. Parce que Jean-Jacques, il a jamais appris à demander, en fait. Il a jamais appris à demander, il ne sait pas quoi faire, ni comment faire. Il ne connaît pas les outils d'intelligence relationnelle pour pouvoir prendre sa place au milieu d'un groupe. Les 2 premières parties, elles seraient largement suffisantes si vous viviez tout seul dans une cave. À moins d'être ermite, on vit en groupe. Donc la dernière partie, c'est donner à la personne qu'on accompagne des capacités d'intelligence sociale. Comment négocier avec quelqu'un, comment demander, quoi dire pour dire non. Ok, j'ai plus peur de dire non, mais comment je vais le dire aussi pour me faire entendre? Comment je vais affronter un conflit sans forcément rentrer dans ma souricière parce que j'ai peur des conflits? Non, j'ai plus peur, mais maintenant en plus, je sais me faire entendre. Et là, on n'entendra plus jamais personne nous dire: «Oh, il y a eu un manque de reconnaissance». Bah, Jean-Jacques, c'est juste que tu as pas su demander, hein. Maintenant, si tu sais demander, tu peux plus te dire ça. Donc, 3 grosses parties. Partie psy, on contrôle les pensées, on pète les drivers. Deuxième partie, grosse partie coaching. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment j'établis ma roue de l'équilibre et comment j'apprends à m'organiser. Troisième partie, pour avoir une vie équilibrée. Troisième partie, compétences sociales. Comment j'apprends à dire oui, non, zut, flûte, merde, demander, gérer des conflits, prendre ma place, sans comme dirait quelqu'un, que ça m'en touche une sans bouger l'autre. Que je sois capable de dire, bah, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Et tu vas m'écouter et je vais être entendu. Une fois qu'on a fait ça, ouais, il y a des bonnes chances qu'on retombe pas en burn-out, ouais. Vous voyez, donc, vous savez comment c'est traité actuellement le burn-out? Burn-out, c'est traité, ah, il est en burn-out, bah, je vais te mettre 15 jours d'arrêt, Jean-Jacques. Puis tu reviendras quand tu iras mieux. Et ben Jean-Jacques, il revient, puis après, il repart en burn-out. Puis il dit, oh, j'ai fait une rechute. Mais t'as pas fait de rechute, Jean-Jacques. T'as juste pas soigné ton burn-out. Jusqu'au bout. C'est pour ça que, pareil, il y a certaines personnes, quand elles entrent chez nous, elles sont marrantes. Elles nous disent, mais moi, je voudrais faire juste la partie coaching. Bah non, rentre pas chez moi. Moi, je peux pas te dire que tu ne referas pas de rechute si tu ne fais que ça. Si tu ne connais pas les outils d'intelligence sociale, si tu sais pas arrêter tes pensées, si tu as encore tes drivers là, moi, je veux pas donner de la compétence aux gens. Je veux que les gens ne se fassent plus de burn-out et ne fassent pas de rechute. Donc, c'est pour ça qu'on a ce parcours, on fait les 3 trucs en même temps. OK? Donc ça, c'était pour Arnaud. Alors, la partie nous qu'on fait, ça dure 3 mois, 12 semaines, pour répondre de manière précise à ta question. Tili, tili. Sebourg. Le burn-out m'a causé la perte de mon emploi. Je bois du noir. Je ne retrouve pas quoi faire. La bonne idée à cet endroit-là, c'est de s'orienter vers un bilan d'appétence. Vraiment. Je l'ai dit, hein, mais le bilan d'appétence, c'est vraiment formidable. Pensez à faire ce genre de choses, c'est important. Ce qui reste, ce qui reste entre le bilan d'appétence et le fait d'accomplir vraiment ce nouveau métier, c'est d'affronter votre peur.
Affronter votre peur du changement, affronter votre peur de mon Dieu, je connaissais ça. Bon, non, non, mon manager était pas sympa. Non, mes clients étaient des andouilles. Non, mes collègues, bon, ils étaient bien braves, mais j'étais pas épanoui. Mais au moins, je connaissais, c'était ma zone de confort. Moi, j'ai toujours rêvé d'être ébéniste. Mais oh, j'ai peur. Bah, tranquille. Déjà, si je trouve, déjà, si je trouve ce pourquoi je suis fait, et ben, petit à petit, je vais construire ce projet-là. Et il y a des gens qui sont très doués pour vous accompagner dans cette création de projet-là. OK? Dans l'équipe, on a Christella et Sylvie qui font ça, qui accompagnent les gens sur leur transformation de vie, qui accompagnent les gens sur attends, t'étais bien en comptable, mais peut-être que en artiste peintre, tu serais mieux, Jean-Jacques. T'es pas, t'étais artistique avec les chiffres, alors ça doit être aussi bien sur une toile. Elles sont là dans la salle, c'est pour ça que je rigole. Alors, Xavier est encore un mec. On est gâté. Fabienne, tu peux contacter Sylvie Boitard et Christella qui sont ici. Tu peux les voir, coucou. Si Sylvie et Christella dans le chat, vous pouvez mettre vos coordonnées éventuellement, comme ça elle peut vous contacter. Xavier nous dit, bonjour Théo, j'ai effectivement une question à poser. Je suis médecin, j'ai connu plusieurs épisodes de burn-out depuis 5 ans avec 3 arrêts de travail entre 1 et 3 mois. Je connais bien le sujet, j'ai travaillé sur mes drivers. Yes. J'adore cette phrase, j'ai travaillé sur mes drivers, on va voir. Mais j'ai un problème qui persiste comme une séquelle, des tensions qui apparaissent systématiquement lorsque je me concentre. C'est très fréquent. C'est très gênant, ça m'empêche de travailler. Comment gérer ça? Top. Nini, nini. Eh ben, Xavier, je vais te répondre à ta question maintenant. Il y a une différence entre connaissance et capacité. J'explique. Une personne qui me dit j'ai travaillé sur mes drivers, mais qui, alors j'en sais rien, je sais pas si c'est ton cas ou pas, j'en sais rien, mais c'est le cas que je vois assez fréquemment, mais qui a encore spontanément parfois des réflexes de soit parfait, soit fort et fait plaisir, c'est une personne qui sait ce que c'est qu'un driver, mais qui n'a pas encore remplacé son programme. Quand j'ai remplacé mon programme, normalement, il n'y a plus ce soit parfait, je culpabilise quand je pense à moi, il n'y a plus ça du tout. Il n'y a plus ces anciens réflexes-là. Quand il n'y a plus le soi fort, il y a hop, 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 hop. Attends, là, je vais m'arrêter, je vais demander de l'aide, je vais déléguer parce que là, c'est juste pas possible. C'est une différence entre avoir de la connaissance et avoir des capacités. Moi, je ne veux pas que les gens, quand ils viennent chez moi, ils aient un cerveau comme ça. Ils ont déjà un cerveau bien fait. Ce que je veux, c'est qu'ils aient des automatismes nouveaux. Je veux pas que vous connaissiez la théorie des drivers. Je veux que vous ayez changé ces drivers-là. C'est vachement important, ce truc-là. OK? Je veux pas que vous me disiez, oui, oui, je sais comment faire pour contrôler vos pensées. Je veux que vous sachiez contrôler vos pensées. C'est pas pareil. Et souvent, la différence entre la connaissance et la compétence, c'est juste la pratique. Je te donne un exemple. Je sais comment faire du judo parce que j'ai appris dans les livres. Viens, la première fois, je te mets devant un ceinture blanche. Ou allez, un ceinture. Bon, allez, on va faire un ceinture marron. Ah, tu sauras parce que tu as appris dans les livres comment faire. Mais il va te défoncer. Tu vas te faire déboîter. Parce que tu n'auras jamais pratiqué. Tu n'auras jamais échoué. Tu ne seras jamais tombé 1000 fois pour te relever 1001 fois. Donc, tu n'auras pas acquis les automatismes de défense. Et quand le moindre stress va arriver, attends, je sais comment il faudrait faire, mais ou. Non. C'est la pratique, en fait, des outils qui transforment le mental des gens. Nous, on n'a pas des milliers d'outils, on en a quelques-uns, mais on demande aux gens de les pratiquer. Et c'est comme ça qu'ils ont des transformations. C'est aussi pour ça que dans le programme, on ne prend pas les gens passifs. Les gens passifs, c'est donnez-moi. Ah non, votre outil, il marche pas. Tu l'as fait? Non. Bah, Jean-Louis, qu'est-ce que c'est ce bordel? La première fois que tu vas le faire, ça sera pas génial, mais quand tu l'auras fait 10 fois, 15 fois, 100 fois, tu verras que ça sera un automatisme. Donc, si vous avez encore des reliquats de driver, pour les quick change qui sont là dans la salle ce soir, faites du parent-enfant, bordel. Faites du parent-enfant jusqu'à plus soif. Il y en a qui me regardent comme ça. On va le faire, le parent-enfant. On va jouer avec ça. Mais faites du parent-enfant. Moi, je le fais encore. Rarement. Mais ça peut encore m'arriver. Hop. Donc, pour te parler purement de tes tensions, pour te parler clairement de tes tensions qui peuvent apparaître systématiquement quand tu te concentres, ça peut être. Je dis pas que c'est ça. C'est vraiment, alors tu vas voir, c'est anti-médical pur et dur, mais c'est vraiment plus empirique. Ça peut être un reliquat de soi fort. Un reliquat de soi fort où ton corps se met systématiquement en tension. Ça peut être ça. Ça peut être au niveau inconscient un phénomène de défense.
Je me concentre, attention, il faut que je me mette dans une posture de défense. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé sur ce qu'on appelle les réflexes archaïques, mais ça peut faire partie de ce genre de choses. Ça peut être bien dans ton cas à toi, pour le coup, de travailler avec la partie purement inconsciente. Là, typiquement pour ça, tu vois, une bonne séance d'hypnose, ça pourrait être cool. Et quand je dis une bonne séance d'hypnose, la séance d'hypnose magique, je n'y crois pas. Si un jour on vous en vend une, vous fuyez. Vous dites Théo, il a dit non, c'est de la merde. La séance d'hypnose magique, ça marche pas. Ça marche qu'avec Mesmer parce qu'il a des complices. J'aurais pas dû le dire, mais je l'ai dit quand même. D'accord? Donc, faire des séances d'hypnose pour comprendre en quoi cette réaction de défense inconsciente de ton corps, elle est utile, ça peut être intéressant pour la désamorcer. Voilà. Mais je pense que ça peut être aussi lié à ton driver soit fort, dans ce que je vois, de ce que je comprends de toi aussi, et ça peut être un bénéfice aussi. Ça peut être une manière que ton inconscient a de te dire, mec, attends, c'est pas le bon chemin, c'est pas le bon endroit pour toi. Ça, généralement, en hypnose, tu peux l'entendre. Jeannette, Jeannette, je vous le dis pas, mais c'est ma chouchou. Jeannette, on a eu pas mal d'échanges. Bah ouais, désolé, j'ai des chouchous. Voilà, c'est comme ça. Jeannette, elle est rentrée aujourd'hui, donc félicitations, Jeannette. Jeannette, on a eu pas mal d'échanges par mail. Ma sœur, Jeannette d'ailleurs, devrais-je dire. Donc, ma sœur me dit comment. Alors, j'ai beaucoup de questions. Les voilà et d'avance, merci. Comment se manifeste la crise d'angoisse? J'ai des essoufflements depuis début décembre, ça fait partie des signes de crise d'angoisse. Yes. La crise d'angoisse, ça peut avoir des symptômes de folie. Ça peut être de l'évanouissement, à des bourdonnements dans les oreilles, à des palpitations, à des boules au ventre. Donc, c'est le truc super fourre-tout. Voilà, vraiment, clairement, la crise d'angoisse. Tu peux avoir aussi ce qui s'appelle la spasmophilie, ce genre de truc aussi, des muscles qui se mettent à crisper comme ça de manière incontrôlée, incontrôlable. Donc, fourre-tout. L'important, c'est de te dire que la crise d'angoisse, elle va, en général, on le voit, elle va être dégommée dans les 2, 3 premières semaines. Pourquoi? Parce qu'on va t'apprendre à reprendre le contrôle de ton cerveau et donc tu vas voir que ça va apaiser le truc. Généralement, les crises d'angoisse, c'est vraiment l'un des trucs, avec le sommeil, l'un des trucs les plus faciles à récupérer. Dès que tu reprends le contrôle de ton cerveau. Autre question de Jeannette, ma sœur. Il y a longtemps, c'est pas ma sœur, hein, c'est une sœur. Je Il y a longtemps que je me sens fatigué, à peu près octobre 2021. Je me souviens, Jeannette, c'était un mardi. Et cela était devenu très difficile à partir du 22 septembre 2022. Là, on était plus sur un mercredi. Mais je ne me suis pas rendu compte que je fais un burn-out. Je m'en suis rendu compte que maintenant. On l'entend, le driver soit fort là? J'étais en résistance à ma fatigue, je ne me suis pas arrêté. Vous voyez, moi, c'est quand j'entends ça que je repère les drivers, c'est les gens. Est-ce que ma guérison dépend de cette longue période de manifestation des fatigues? La rémission va dépendre de plusieurs choses, du temps que tu as traîné dans ce driver soit fort, de ta condition physique actuelle, de ton poids, de ce que tu manges, de ce que tu fais pour pouvoir actuellement te calmer, te reposer, de ta physiologie, je dirais, et de ce que tu vas mettre en place tout au long des 12 semaines où on va être à tes petits soins pour te remettre en pleine forme. Généralement, Généralement, dans ce que je vois dans les retours, c'est au bout d'un mois vraiment où les gens me disent significativement on va carrément mieux sur la fatigue. Donc attends-toi, tu vas rentrer, je pense que c'est toi, mais Christella d'ailleurs qui va la récupérer, je crois, Jeannette. C'est pas toi? Non, c'est peut-être Cécile. Tu vas voir que c'est à peu près au bout d'un mois où tu vas dire ah ouais, ça va carrément bien. Bon, donc donne-toi un mois tranquille, mais tu vas voir que déjà quand tu vas retrouver le contrôle de tes pensées, ça va aller beaucoup mieux. Tili. Alors, Jeannette me dit, comment tu as fait pour construire ton programme en 12 séances? En quelle année as-tu commencé ta première sensibilisation ou c'était après la mort de ton ami Carole? Ah bah Jeannette, t'es là, super. Euh, oui, la mort de mon ami Carole, moi, ça m'a déclenché un truc, hein. Ça m'a déclenché, je peux pas continuer comme ça. Si tu as vu le webinar, j'étais en train de partir aussi dans la même direction qu'elle. Et étant papa d'une petite fille, je me suis dit, bon, c'est quand même con de faire une orpheline. Donc l'électrochoc de Carole, ça m'a poussé à chercher à comprendre. Alors, il y a un truc, c'est que déjà, quand je suis remonté, moi, j'adorais l'étude du comportement humain et l'étude du comportement en général. Quand j'étais véto, j'étais passionné par l'éthologie. Tu vois, les comportements des chiens, des chats, des vaches, des moutons, des serpents, tout ça, c'était un truc qui me passionnait. Donc ensuite, comprendre comment on peut en arriver à se foutre en l'air, comprendre comment on peut aider les personnes à se remettre sur pied, comprendre comment on en arrive au burn-out,
Bah, ça a été une suite un peu logique, si tu veux. Comprendre comment on peut aider les gens. Alors, je me suis formé à des tas de trucs, dont des trucs qui marchent pas bien et des trucs qui marchent plutôt bien. Et à force de me focaliser là-dessus, sur des personnes qui étaient en souffrance, bah, j'ai fini par, allez, développer des méthodes, dégager des trucs qui marchaient pas, rajouter des trucs qui marchaient bien, créer mes propres outils pour justement créer ces 12 séances. Créer ces 12 séances, c'est créer ces étapes dans le bon ordre. Je vous ai donné les étapes dans le bon ordre. Et je dirais que le feedback, moi j'ai écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup le feedback des gens avec qui j'étais. Les premières personnes que j'ai accompagnées, ça traînait en longueur, quoi, le truc. Ça merdouillait d'une séance à une autre, il y avait pas d'amélioration. Tu vois, par exemple, tu vas découvrir un outil qu'on appelle le Stop It. C'est l'outil qu'on utilise pour, en un claquement de doigts, là, reprendre le contrôle des pensées. Au début, par exemple, je demandais à une personne de faire un exercice 10 minutes par jour. Mais j'avais des résistances parce qu'une personne me disait bah, j'ai pas 10 minutes par jour, Théo. Ce qui est bullshit, hein, c'est une couille, hein. C'est vrai qu'elles ont 10 minutes par jour, c'est juste qu'elles ne les prenaient pas. Donc j'ai dû adapter la méthode à me dire comment faire pour que la personne ne me trouve plus cette excuse-là. Donc maintenant, on peut faire l'exercice en 1 minute par jour. Donc à chaque fois que tu iras au pipi room, tu feras l'exercice. Et si tu vas au pipi room plusieurs fois par jour, bah, tu feras plusieurs fois l'exercice. Quand tu as fait ça pendant une semaine, tu sais faire l'exercice. Donc tu vois, l'empirique m'a aidé à construire cette méthode. Le feedback que j'ai eu de mes clients m'a aidé à construire cette méthode. Pour la petite blague, pour la petite blague, il y a 4 ans de ça, la méthode, on la faisait en 10 semaines. Et ce qui se passait, c'est que les gens ne croyaient pas qu'on était capable de se remettre sur pied en 10 semaines. Donc, on a rajouté 12 semaines, on a rajouté 2 semaines de plus exprès, parce que les gens ne croyaient pas que c'était capable de se remettre sur pied au bout de 10 semaines. Les coachs qui sont présents dans la salle, je suis sûr que vous voyez plein de coachés qui, au bout de 10 semaines, déjà, ils se tournent les pouces, quoi. Parce que, ouais, Sylvie me dit oui. Parce que on peut, en fait, à partir du moment où on a une personne en face de nous qui applique ce qu'on lui demande, elle aura les résultats. Donc, on considère qu'à 10 semaines, déjà, c'est largement bon si tu appliques. Et autre question, tu as dit dans la conférence que c'est après celle-ci seulement que tu vas coucher ta fille. Ouais, enfin maintenant je vais plus la coucher, elle commence à être un peu grande. Sa maman n'est pas avec nous. Non, t'essayes de me draguer, Jeannette? Tu peux me répondre à moi seul si tu veux pas répondre. Non, non, on est séparés. On est joyeusement séparés et la place est à prendre, Jeannette. Mais bon, je crois que tu as déjà d'autres engagements, même si je m'appelle Théo. Je rivalise pas. Voilà, Paul. Les Jeannette est pété de rire, ce qui est bon signe. Alors, Paul qui nous dit bonjour Théo, je suis en rechute de burn-out, je suis fatigué. Bah ouais. Épuisé, j'ai même été mis sous antidépresseur par mon psychiatre. Très bien. J'aimerais remonter la pente, mais c'est difficile. Ok. Ma relation vacille, me pompe encore plus d'énergie. Je suis seul avec ma mère, ma sœur. J'ai du mal à faire des choses. La situation est très compliquée pour toi. Ok. On sent la détresse, hein, dans le message de Paul. Donc, si tu es ici, il faut vraiment que tu écoutes ce que je dis, mais religieusement, pour reprendre la métaphore. Ce moment que tu es en train de vivre là, c'est un moment où tu dois, je dis bien tu dois, même si tu n'as pas l'habitude, même si tu as un cœur très ouvert, même si tu es tourné vers les autres, ta mère, ta sœur, c'est ton moment où tu dois te focus sur toi. Je répète, c'est ton moment là, maintenant, Mayday, 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 où tu te focus sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, les sollicitations extérieures, non. La sollicitation de est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Non. Je sais que les gens parfois ont du mal à comprendre l'état dans lequel on est quand on est dans cet état de fatigue, d'épuisement, mais t'es pas tout seul. Regarde, on est là ce soir, on est une centaine à vivre, à connaître ce truc-là, donc t'es pas tout seul. Il y a plein de gens comme toi qui sont dans cette situation-là. C'est ce moment où tu dois avoir ce sursaut d'égoïsme salutaire. Deuxièmement, fais confiance à ton psychiatre. Moi, j'ai très confiance en tes psychiatres. Si tu as donné un antidep, tant mieux. Il y a plusieurs classes de molécules. Il faut juste vérifier que cette molécule soit pas une molécule qui te casse encore plus, que ce soit une molécule qui peut au contraire te donner un petit peu d'énergie. Mais faut pas oublier que si tu es en rechute, tu en as déjà fait un, tu as une physiologie qui doit être un petit peu fracassée par ton burn-out. Donc, tu as un temps incompressible où tu vas devoir te reposer. Donc, je vais te dire la chose la plus importante à comprendre maintenant. Fous-toi la paix, bordel. Fous-toi la paix, c'est le moment de glander. C'est pas le moment de chercher à s'en sortir de machin, de ceci, dans cela. Je te jure, on sera encore là pour toi dans un mois, dans 2 mois, il n'y a pas de stress. Le moment que tu as là, c'est le moment de dormir, de ronfler, de pioncer tranquille. Une fois que tu commences à avoir un petit peu plus d'énergie,
Là, tranquillement, il y aura des choses à mettre en place. Mais pour le moment, fous-toi la paix. Vraiment. Et si ta mère ou ta frangine n'entendent pas ça, envoie-leur le replay de ce qu'on est en train de faire maintenant. Je t'enverrai la conférence aussi que je fais, je sais pas si tu l'as vu ou pas, pour qu'elle comprenne un petit peu ce que c'est que ce que tu es en train de vivre. Tu vois? C'est hyper important maintenant. À l'échelle d'une vie, si tu veux que ton burn-out ne passe pas son temps en rechute, en rechute, en rechute, à l'échelle d'une vie, ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est que tu te foutes la paix et que tu te reposes. Point barre. Terminé. Une fois que tu as un petit chouille plus d'énergie, si tu veux, on s'appelle. On regardera ce qu'on peut mettre en place, mais pour l'instant, relax, repos. OK? Pareil, si vous êtes dans cette situation-là, c'est pareil pour vous, hein. Good. Alors, j'ai une question de Najat, je crois. Yes, qui nous dit: après 3 ans d'absence, ça y est, le médecin du travail a donné son go pour une reprise à temps partiel. Yes, félicitations. Je vais affronter le big boss. Attends, je crois qu'il y a Paul qui est en train d'arriver. En plus, je vais lui envoyer un petit message. Je reviens sur toi, Paul, dans un instant. Je vais affronter le big boss en face à face et avoir un call demain avec une manager d'équipe. Celle qui m'a remplacé et que je sens bien en poste. Aucune idée de ce qui me sera proposé. J'aime mon métier et le sens de mes missions. Parfait, ça c'est déjà super. J'ai envie de me positionner de façon raisonnable, ne pas être rétrogradé, tout en ressentant une fragilité sur mes capacités cognitives et physiques. Ce qui est normal, hein, je vais te dire, quand tu fais un burn-out, tes capacités cognitives et physiques, ça prend un peu de temps à revenir. Bon, première chose dans ton énoncé, moi je vais te demander de mettre de la précision sur ce que tu dis quand tu dis j'ai envie de me positionner de façon raisonnable. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu veux précisément? Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et là tu auras une base de négociation. Donc, j'ai envie de me positionner de façon raisonnable. Tu dois d'abord être clair avec toi, te dire qu'est-ce que ça veut dire précisément par rapport à ma roue de l'équilibre, par rapport à ma roue du bonheur, raisonnable. Une fois que ça c'est clair, une fois que ça c'est précis, là tu vas savoir déjà sur quoi négocier. Tu me demandes quoi négocier intelligemment? Un bilan d'appétence, une revalorisation scénariale, des congés, etc. Moi je dirais toute négociation est bonne, hein. Il y a rien de mal à négocier, quoi. Tu peux tout négocier à mon sens, véritablement. L'important c'est de se poser une question en préalable. Qu'est-ce qui est raisonnable pour toi? Derrière cette question du raisonnable, je te poserai la question, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est important pour toi de faire ce bilan d'appétence, sachant que tu me dis que ce que tu fais a du sens? Est-ce que ce qui est important pour toi, c'est d'avoir un aménagement de ton temps de travail? Et là, tu sauras sur quoi mettre ta priorité, ton focus, ton axe de négociation. Si tu veux, dans l'ordre des priorités, si tu me dis ce métier il a du sens pour moi, j'adore mon travail, je vais peut-être pas te négocier un bilan d'appétence maintenant. Une revalorisation salariale, peut-être. En revanche, peut-être que ce qui te plairait le plus, ça serait l'aménagement du temps de travail. Donc c'est là-dessus que tu vas focaliser ton attention dans ta négociation. OK? Autre question, quid si l'entreprise refuse la reprise partielle? Alors là, je vais botter en touche. Non, je vais pas botter en touche. Je vais te dire que je ne sais pas ce qui se passe si ton médecin te dit apte au temps partiel et que l'entreprise te dit non, non, temps complet. Je ne sais pas au niveau légal si l'entreprise ne se met pas en porte-à-faux. J'en sais strictement rien. Christella me fait oui de la tête, l'entreprise se met en porte-à-faux. Donc, voilà. Ce genre de questions, on va dire purement juridiques, etc. Voilà. Maintenant, imaginons qu'il n'y a pas de lien entre ce que dit ton médecin et l'entreprise. Le centre, c'est toi. Le décideur, c'est toi. Ton driver soit fort, on lui dit va te faire en papa outé. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu sens à un moment donné que tu commences à flancher, écoutez, je vais aller voir les RH et je vais leur expliquer les choses simplement, tranquillement, convenablement. Et puis, mon médecin qui a l'air assez smart, ben, ça va être ça va être ton meilleur appui pour t'accompagner là-dedans, véritablement. Comment valoriser le quick change sans le citer? Alors là, j'en sais rien. Dis-lui que tu as fait un truc de ouf.
Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a derrière cette question. Je sais pas ce qu'il y a derrière cette question. Comment demander à faire le même job, mais avec des modalités différentes? Derrière cette question, il y a d'autres questions qui est: et si les gens me disaient non? Et si les gens me disaient oui, mais non, mais ceci, cela? Je répète, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. La première partie de ta question sur le raisonnable m'a mis la puce à l'oreille sur est-ce que toi-même déjà tu sais ce qui est raisonnable? À partir du moment où toi tu sais ce qui est raisonnable, je vais vous donner une grosse technique de négociation. Je devrais pas, mais je vais le faire. Si vous voulez obtenir ça, demandez ça et ensuite commencez à négocier. Grosse technique de négociation. La technique, c'est un biais d'influence, hein. Vous allez, c'est le biais de comparaison. Si vous voulez obtenir ça, vous négociez à ça. Comme ça paraîtra bon deal pour l'interlocuteur en face de vous. Donc, la première chose que je te demande, c'est de réfléchir à ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable, t'imagines que tu le multiplies par 3. Et seulement là, tu as une marge de négociation. Si tu commences à négocier ce qui est raisonnable, bah, tu risques de tomber sur moins bien que ce qui est important pour toi. Donc, première chose, savoir spécifiquement ce qui est raisonnable pour toi. Deuxièmement, augmenter le curseur pour pouvoir commencer cette base de négociation là-dessus. Tilim. Ensuite, Christelle me demande, non, pas Christelle, pardon, toujours Najat me demande, la roue de l'équilibre. L'activité professionnelle vaut pour un cinquième, alors que c'est la source principale de revenus pour vivre. J'entends que l'activité professionnelle n'est pas une fin en soi et que l'équilibre en temps et énergie avec les quatre autres sphères est vital, mais un cinquième me paraît peu. Ou alors cette approche mathématique n'est pas appropriée. Ok, il faut que je te réexplique la roue de l'équilibre. Et comme ça, on en a parlé pas mal de la roue de l'équilibre ce soir, on va en parler, ça va être cool. Tu fais un lien. Alors c'est marrant, ça on appelle ça une distorsion. Une distorsion, c'est faire des liens entre deux sujets qui n'ont pas de rapport entre eux, mais auxquels on va donner un rapport. Je vous donne un exemple. Le chocolat, ça fait grossir. C'est pas vrai. Chocolat, ça ne fait pas grossir. C'est une bonne nouvelle, hein. Je vois Hélène qui me regarde comme ça. Ben non, le chocolat, ça fait pas grossir. Bouffer du chocolat comme un chancre, oui, là, tu as des chances de grossir. Mais le chocolat, quand tu le poses sur la table et que tu le regardes, ça fait pas grossir. Ça s'appelle une distorsion de la réalité. Donc, faire le lien entre vie professionnelle et argent en pensant que ça va avoir un lien sur la note pondérée du pro sur le total de la roue de l'équilibre, c'est une distorsion. Il y a une question à se poser derrière ça sur l'importance de l'argent par rapport à ma vie de tous les jours. L'importance de l'argent par rapport à ma vie de tous les jours. Je donne deux exemples de ça, et des exemples que j'ai déjà vus et qui sont concrets. Un ancien client notaire. Ah, qui gagnait bien sa vie, nom de Dieu. Non, c'était à l'époque où les taux d'emprunt n'étaient pas à 25%. Ah, le notaire, il se goinfrait, il était content, c'était super, il avait plein de baraques, c'était cool, mais il passait sa vie au boulot. Je peux te jurer que sa roue de l'équilibre, à lui, elle était toute pourrie. Alors, le pro était devenu un peu pourri parce qu'il avait un stress monstrueux. Sa femme l'avait quitté, il en était à sa deuxième ou à sa troisième maîtresse. Il voyait plus ses gosses qui voulaient plus lui parler. Il avait pas de potes parce qu'il était tellement à cran tout le temps que ses potes avaient fini par le lâcher. Et il y avait plus de vie perso. C'était boulot, 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 boulot. Bah, il gagnait bien sa vie. Et puis, j'ai mon copain Pascal qui est éboueur de Paris. Il n'a pas un revenu de ouf. Je pense que c'est le gars le plus heureux de la Terre. Pourquoi? Parce que il sait précisément ce qui est important pour lui dans sa vie. Et ce qui est important pour lui dans sa vie, c'est d'être un sportif de haut niveau. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, les bodybuilders? C'est pas un sport, c'est pas fouteux, quoi. Tu mets pas un corner et ah boum, t'as 3 millions qui tombent. Génial. Non. Là, tu travailles beaucoup et à la limite, quand on te donne 50 balles, t'es content. En plus de ça, il est papa d'un petit garçon. Quand il a fini sa journée, qui se finit en général pas très tard, il la commence très tôt, bah, il est présent pour son fils. Vraiment. Pascal, quand tu veux prendre un coup avec lui, il te dit toujours lui. Il a de la disponibilité. Aujourd'hui, son métier lui permet d'avoir sa roue de l'équilibre parfaitement équilibrée. Donc la question, c'est juste décorrélée à l'argent, mais plus quelle est l'énergie que ce métier m'apporte. Lui, ce métier, il est parfait pour lui. Ça lui apporte l'argent suffisant pour kiffer sa vie.
Si ça lui apporte plus d'emmerdes mais plus d'argent, non merci. Ma roue de l'équilibre, elle va être complètement pourrie, déséquilibrée. Et c'est en ça que je dis que mon métier ne doit rentrer que pour un cinquième dans le global de roue du bonheur. Mon métier, je l'adore, il me passionne. Attention, ça peut être un piège aussi parfois, parce que je surinvestis trop cette partie de ma vie, et j'oublie le couple, et j'oublie les potes, et j'oublie ma fille. Non, ma fille, je l'oublie pas. Jamais sans ma fille. Et j'oublie le perso. Mais si je suis strict avec cette roue de l'équilibre, je vais mettre le métier au bon endroit. Ça ne veut pas dire que parfois il n'y aura pas des coups de bourre, mais au global, sur l'année, le métier comptera pour un cinquième de mon bonheur total. Et si jamais ça merde dans mon métier, ça arrive, ça merdouille, des coachs un peu relous, je rigole, je rigole, je vois Christella et Sylvie qui me regardent, calmez-vous, c'est les coachs du programme. Elles sont adorables, elles sont pas reloues. Il y en a d'autres qui sont relous, mais elles non. Je rigole. Si d'autres... Non, en fait, je kiffe mon métier. Mais si jamais si jamais je me mets trop dedans, si jamais si jamais je donne beaucoup trop d'énergie à ça, c'est aussi le problème quand parfois on est passionné par son métier, on va se déshabiller de tout le reste. Et un jour ou l'autre, je vais payer l'addition. Je vois beaucoup de dirigeants d'entreprise, et je fais beaucoup de conférences, où j'ai des gens qui sont passionnés par leur taf de dirigeant. Quand ils arrivent à 60 ans, le téléphone ne sonne plus, ils sont pas bien. Parce que justement, leur roue de l'équilibre a été complètement déséquilibrée. Donc, c'est pour ça que je suis super strict sur le management de cette roue de l'équilibre chez moi. Et dès que j'en fais une par semaine, dès que je vois qu'il y a un point de déséquilibre, ouais, une par semaine, Mélanie, complètement. Je t'ai vu. Et quand je vois qu'à un moment donné, il y a un endroit qui est déséquilibré, bah, faut pas que ça dure 2 semaines, si tu veux. Je vais le rééquilibrer. Moi, mon idée, c'est d'avoir. Alors, la roue de l'équilibre, on a un système de notation un peu spécial, une manière un peu spéciale de le faire, mais en gros, la note globale, le Saint Graal, c'est 25. Moi, si ma note, elle est pas entre 22 et 25, ouais, je mets des mesures en place pour pouvoir le faire. Ça signifie quoi, ça? Ça signifie imaginer que ça merdouille à un moment donné dans un compartiment de ma vie. Ce qui peut arriver. Dans les burn-outés, c'est le pro en général qui merdouille et on se dit, mon Dieu, ça merdouille. Mais non, c'est partout que ça a merdouillé. Parce que tu t'es déséquilibré au niveau de la famille, du perso, du couple et du social, que tu as tout mis sur ton pro. Quand ton pro merdouille, tout merdouille. Mais non, ça a merdouillé avant depuis longtemps. Je vous donne l'inverse. Imaginez que j'ai une roue de l'équilibre parfaitement équilibrée, où chacune des sphères soit parfaitement nourrie. Si j'ai une sphère qui merde grave, ben, ça ira quand même. Au global, j'aurai une note de 20 sur 25. Moi, je crois que j'ai vécu la séparation la plus fun du monde. Ça a merdé grave au niveau du couple. Mais tout le reste était cool. Le pro était toujours aussi super, j'avais des potes géniaux. Ma famille, bah ouais, moi c'était plutôt très cool. Et au niveau perso, ça va, hein, c'est bien, hein. Donc oui, j'ai encaissé, mais ça va pas m'effondrer. Cette roue de l'équilibre, c'est l'assurance à ne jamais tomber. C'est pour ça que je suis super chiant avec les coachés pour être dédié à cette roue de l'équilibre. Pour faire en sorte que justement, on a un outil devant nous qui nous permet de prédire si on va merder, si on va tomber grave ou pas. Donc, quand on va faire cette roue de l'équilibre, quand on va savoir comment faire cette roue de l'équilibre pour remonter petit à petit les points, on tombera plus. Ok? J'ai digressé. C'était quoi la question? Roue de l'équilibre. Bah, c'est bon. J'ai digressé de ouf. Tu me demandes une question ici sur l'efficience professionnelle. Tu me demandes quand on classifie urgent, important, par rapport à quoi? Priorité d'entreprise, tes kiffs, etc. La première chose qu'on doit voir, tiens, pour prioriser sa vie, c'est toujours privilégier la sphère perso, l'égoïsme salutaire. Souvenez-vous d'une chose, quand ça merdouille dans votre vie, la première chose, si je vous fais faire une roue de l'équilibre dans les règles de l'art avec enfin, le mode d'emploi pour le faire, je suis sûr que dans 100% des cas, c'est votre domaine perso qui va merder. C'est normal, vous êtes en burn-out, vous avez le driver fait plaisir, soit fort, etc. Donc c'est vous qui encaissez. Donc la toute première chose à mettre, c'est ton perso. Ensuite, ce que tu peux faire, en tout cas moi ce que je fais, c'est que je regarde chacune de mes sphères et je me demande, dans chacune de ces sphères cette semaine, c'est quoi l'important? C'est quoi l'urgent? Et seulement à ce moment-là, bah, j'avance là-dessus dans l'agenda. Qu'est-ce qui était hyper important cette semaine? Bah, que je sois présent ce soir.
ma sphère pro. Qu'est-ce qui est hyper important dans ma sphère dans ma sphère familiale cette semaine? Ben, que le peu de temps que je vais être avec ma fille, je vais être vraiment avec ma fille. Même si cette semaine, il y a un petit peu plus de temps pro. Je vais passer moins de temps avec elle, mais je vais passer des temps de qualité. Donc, quoi faire pour passer des temps de qualité plutôt que des temps de quantité avec elle? Pour regarder cette sphère perso forte. Bon, temps de couple, va falloir que je chope. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui me prend le plus la tête. Donc, j'ai ma note qui est plutôt bien. Et vie sociale, ça va être cool aussi. Je regarde dans chacune de ces sphères où est-ce que je vais mettre la priorité en fonction de l'intensité émotionnelle que je ressens par rapport à ces sphères. Mais je commence toujours par moi-même. C'est le plus important. Si je mets le masque sur moi, alors je peux le mettre sur les autres. Retiens ça. Et comme ça répond à ta question. Alors, hop, on va faire un petit truc. J'ai envie de vous montrer un truc. J'ai envie de vous montrer un truc. Alors, je vais mettre un disclaimer sur ce qu'on va faire ici. Un disclaimer in French. C'est, je vais mettre un, je vais mettre un warning. On dirait vraiment Jean-Claude Van Damme. Plus ça va, moi je sais parler français. Comment on dit un warning, un disclaimer? On va mettre faites attention, faites attention. Sinon je vais reparler ch'timi si ça continue. Fais gaffe à ti. On va mettre un petit avertissement. Merci Rachel. Avertissement. Si en ce moment dans votre vie, il y a un truc vachement relou, vachement, ne le faites pas, ce qu'on va faire là. Vachement relou, on a rayé l'aile gauche de ma 205, ça va. C'est pas si relou que ça. Il y a Mémé qui a pas passé l'hiver et je l'ai encore pas bien. Le faites pas, clairement. Ok? On va faire un truc. Tout à l'heure, je parlais du parent-enfant. Je vais vous montrer ce qui, à mon sens, fait la différence aussi entre ce qu'on fait et ce que d'autres personnes peuvent faire par rapport au burn-out. Il y a un gros mythe, et vous le verrez, et vous penserez à moi la prochaine fois. Regardez, parce que vous regardez les Psychologie Magazine et Trifouiller et tous les machins. Vous allez voir les têtes de couverture, souvent c'est marqué le réveil de l'enfant intérieur. Prendre soin de son enfant intérieur. Vous l'avez tous déjà vu ce truc-là. Bon, bah c'est là où il manque la moitié du chemin. Si vous ne vous occupez que de votre enfant intérieur, vous oubliez de faire la moitié du travail. Vous oubliez qu'à l'intérieur, il n'y a pas qu'un enfant, il y a aussi un casse-couille. Il y a aussi un parent intérieur, il y a aussi un tyran intérieur qui passe son temps à vous dire t'es con, t'es moche, tu pues. Donc, arrêtez avec ce putain d'enfant intérieur, merde. Travaillez avec le parent intérieur et l'enfant intérieur. Sinon, bah, l'enfant intérieur, il va être libre 2 minutes, après il va se prendre une tarte par le tyran intérieur et il va retourner où il était, hein. Et c'est pour ça que ah, bah, j'ai fait des années de psy, ça marche pas. Tu m'étonnes, John. Travaillez sur les deux en même temps. On va faire un petit exercice marrant. Je répète, warning, si vous êtes chez vous, ne rentrez pas là-dedans s'il y a un truc pas cool en ce moment. Pour les autres, profitez, kiffez. Si un phénomène de transpiration ophtalmique s'installe, ma grand-mère disait, tu pisseras moins, prévoyez les mouchoirs, amusez-vous, kiffez. C'est rien, c'est que des émotions, on est tous des lions et des lionnes, on se souvient, on n'est pas des gazelles, hein. Ça marche? Yes, c'est parti. On va faire un truc. C'est en partie une manière avec laquelle on va travailler nos drivers. Alors, il faut rentrer dans le détail, on n'a pas forcément le temps de le faire ici, mais on va utiliser ce genre d'outil pour pouvoir recabler nos drivers. Je vais vous faire prendre une bonne inspiration et fermer vos yeux. C'est parti? Yes, c'est parti. Ok. Vous écoutez ma voix, vous vous laissez guider par ma voix. Alors, vous savez que c'est moi, maintenant vous m'avez vu, vous voyez à peu près à quoi je ressemble. La bonne nouvelle, c'est que comme vous écoutez ma voix, bah, vous allez vous apercevoir que une voix, on en a déjà entendu plein. C'est les voix qui nous racontent des histoires quand on est petit. Il y a des histoires pour nous bercer, des histoires pour nous émerveiller, des histoires qui nous disent un jour quand je serai grand, je ferai ça, et puis j'aurai ça, et puis je verrai ça. Puis il y a des histoires qu'on se raconte aussi à nous. Ah, cet été, je vais aller là, il fera beau, il fera chaud, je boirai des mojitos. C'est juste pour faire une rime en haut. Mais déjà, rien que le fait de penser à ça,
fait que, ah ouais, je me mets dans une bonne ambiance, une bonne énergie, je me mets dans une bonne émotion. Super. Le problème, c'est que parfois, on se dit des choses du style t'es nul, t'es con, t'es moche, tu mérites pas, t'es pas assez bien. Puis on s'en rend même plus compte tellement c'est devenu permanent. Alors on va reprendre un petit peu le contrôle de tout ça. Vous écoutez ma voix et je vais vous inviter à faire un petit travail d'imagination. Devant vous, il y a une porte. Imaginez cette porte, sa taille, sa forme, sa couleur. À quoi elle ressemble cette porte? Observez-la et je vais vous inviter à pousser cette porte. Pour l'instant, juste poussez-la pour l'entrouvrir. Derrière cette porte, il y a un univers, le royaume de votre imagination. Et là, maintenant, tout de suite, il ressemble à une salle de cinéma. Ok, franchissez le pas de la porte pour arriver de l'autre côté. Comme dans toute bonne salle de cinéma, il y a des rangées de fauteuils. Marrant, la salle est vide. C'est votre salle de cinéma, c'est votre cinéma intérieur à vous. Cette salle où, vous savez, arrête de te faire des films, Jean-Jacques, ça va bien se passer. Mais non, tu te fais des films. Ta rentrée, elle va bien se passer. Mais les gens, ils s'en foutent de toi. Ou, mais non, t'es nul, t'es pas assez bien, t'es ceci, t'es cela. Ok. Si vous me permettez, pendant un instant, c'est moi qui vais être le projectionniste du film. Je vous invite à vous installer au meilleur endroit pour vous, dans cette salle. Si vous écoutez ma voix et que parfois elle décroche, vous pouvez y revenir quand vous voulez, un petit peu comme un fil d'Ariane. Installez-vous dans ce fauteuil et observez cet écran qui est blanc devant vous. Pour l'instant, il n'y a rien. Dans un instant, il y a un film qui va se projeter sur cet écran. Vous savez, il y a des films qui changent notre vie. Des films qui vont faut voir le monde d'une autre manière, qui vous percutent, qui vous impactent. Ok. Il y a une musique aussi, il y a une musique un petit peu pénible toujours là, qui est faite pour augmenter la concentration. Ouais, on entend cette musique. Chez certains, c'est du jazz, chez d'autres, c'est du classique, chez d'autres, c'est de la pop. Et puis soudain, la lumière commence à diminuer, et le volume aussi. La concentration augmente, et on est prêt à observer ce qui se passe devant nous. Devant vous, il y a une image qui apparaît sur l'écran. Cette image, c'est l'image d'un enfant. Et plus l'image devient nette, plus vous le reconnaissez instantanément. Cet enfant, c'est vous-même. Elle a 5 ans, 6 ans, pas plus. C'est la petite Mélanie, la petite Valérie, la petite Émilie, la petite Estelle, la petite Hélène aussi. Observez-la. Cette petite, vous la connaissez très bien. Ce petit, vous le connaissez très bien. Vous avez été à sa place il y a quelques années. C'était pas si loin que ça. Vous savez ce qui l'entoure, qui sont ses parents biologiques. Vous savez ce qu'il entend. Dans la famille, on se plaint pas. Tu peux mieux faire. Vous savez qu'il l'entend tout ça. Observez-le juste là pour l'instant. Vous êtes sur votre siège. Pour l'instant, je voudrais vous inviter à faire quelque chose. Toutes celles et ceux qui ont des enfants dans la salle, imaginez que votre fils ou votre fille, là, elle est juste à côté de vous, qu'elle vous dit: Maman, je suis qu'une merde. Maman, je suis moche. Maman, je suis nul. Maman, j'ai envie de crever. Papa, je mérite pas. Papa, je me déteste. Ça fait mal au ventre, hein. Ça fait mal au ventre parce que ça touche quelque chose dans vous qu'on appelle l'énergie de parent. L'énergie qui est plus forte que tout. L'énergie qui peut aller péter la gueule à Francis Ngannou même s'il fait 3 têtes de plus que vous et 100 kilos de plus. L'énergie qui vous transformerait en lion, lionne si on toucherait un seul cheveu de vos enfants. L'énergie qui fait dire: Chérie, arrête de dire ce genre de conneries. Moi, je t'aime de tout mon cœur. T'es parfaite. Je supporte pas que tu dises ça. Arrête tout de suite. Pour celles qui n'ont pas d'enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, pensez à quelqu'un que vous aimez, plus que tout, et qui vous dirait: Je suis qu'une merde, je mérite pas. J'en peux plus. Quel point cette énergie aurait envie d'être violemment envoyée vers elle en lui disant: Secoue-toi, moi je t'aime.
Ça vaut le coup, continue. Connectez-vous à ça, dans le ventre, dans le cœur. Mentalement, levez-vous. Et maintenant, vous allez vous approcher de l'écran de cinéma. Vous allez poser votre main dessus pour vous apercevoir que, hop, vous passez de l'autre côté. Immédiatement. Et là, vous êtes comme une maman, comme un papa, à côté de ce petit garçon, à côté de cette petite fille, qui vous dit, je suis pas parfaite. Faut que je sois forte. Les autres passent avant moi. Je suis nul. Je suis pas assez bien. Mais cette fois, vous le regardez avec des yeux de maman, avec des yeux de papa. Je vous invite à lui dire précisément ce que je vais vous dire maintenant. Écoute-moi bien. On est en 2024 là. Et à partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe de toi. Je prends le relais de tes parents biologiques. On est en 2024. Moi, je t'aime tel que tu es. T'as pas à en faire plus pour me plaire. T'as pas à en faire moins. T'as pas à cacher des pans de ta personnalité. Tombe. C'est pas moi qui vais te relever, mais je te dirai, je sais que tu vas te relever. Passe devant moi. T'as peur? Génial. Continue. Continue. Moi, je crois en toi. Dites-lui à ce petit ou à cette petite tout ce que vous auriez aimé entendre, vous. Avec bienveillance, pas gentillesse. Un peu comme un tuteur qui se placerait à côté d'une jeune pousse qui lui dit: hé, moi, je vais pas te donner une forme, je vais pas te couper des branches. Tu peux t'appuyer sur moi, puis un jour je partirai, et tu seras suffisamment solide pour vivre sans moi, sans t'excuser de prendre ta place, sans dire je suis pas assez bien, excusez-moi, je suis nul. Non, non. Prends la lumière, habitue-toi, je t'aime, tel que tu es. Pour certains, vous savez, les mots peuvent marquer, et pour d'autres, c'est les yeux qui peuvent marquer le regard qu'on fait à quelqu'un. Un regard qu'on fait à un enfant à qui on dit avec les yeux: je t'accepte inconditionnellement tel que tu es. Je m'en fous que tu sois nul en maths, je m'en fous que tu sois trop bavard, machin, selon qui, tu es parfait tel que tu es. Et moi, je t'aimerai toute ma vie. Peu importe ce que tu fasses. Tu feras pas d'erreur, tu feras des apprentissages. Faites-lui ce regard qui lui dit tout ça, à cette petite fille ou à ce petit garçon. Puis enfin, vous allez avoir certaines personnes qui ont besoin de bras. Plus que des regards, plus que des mots, c'est des bras qui disent: tiens, regarde, t'es à ta place dans mes bras. Moi, je t'aime inconditionnellement. Prenez-le dans vos bras, laissez circuler. S'il y a des larmes, c'est OK. Que ce petit sente que vous êtes là, comme un parent protecteur et bienveillant, qu'il l'encourage, qu'il félicite, qu'il feedback positivement en permanence. Pour lui dire: moi, je t'aime tel que tu es. Et quand vous aurez fini de faire ça, je vous invite juste un instant à vous glisser dans la peau de cette petite fille et de regarder cette nouvelle maman ou ce nouveau papa qui vient juste d'arriver là. Regarde ce regard qui t'est fait. Je sais, t'as peut-être pas l'habitude de ça. Écoute les mots qui te sont dits. Ouais, je sais, t'as peut-être pas l'habitude de ça. Mais tu sais quoi? À force de l'entendre, ça va s'intégrer. Reste dans ses bras, tu vois, ça fait du bien. Génial, continue. Profite. À partir de maintenant, il n'y a pas de je m'excuse, désolé de te demander pardon, je suis ceci. Non, non, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Tu t'es planté? Génial. C'est comme ça qu'on fait pour se pousser. Il faut planter une graine pour qu'elle pousse. Génial, continue à te planter, je sais que tu vas t'en sortir. Je vous invite à juste revenir sur votre siège et observer ce couple dans les bras l'un de l'autre. Ce tout petit bout de vie
et cette bienveillance à l'état pur, dans les bras l'un de l'autre. Demandez-vous ce que ça va changer à partir de maintenant, d'avoir ça à l'intérieur. Quand au lieu d'avoir un camp de supporters en face qui dit t'es nul, tu vas foirer, ton but il va pourrir, d'avoir un supporter qui dit t'es génial, tu vas t'en sortir. Ok, je crois en toi. Qu'est-ce que ça va changer dès ce soir, dès demain? À quel point ça peut réharmoniser cette capacité à prendre votre place? Comment ça peut s'installer à partir du moment où, comme une jeune pousse, on l'arrose régulièrement, on en prend soin, jusqu'à ce que ça devienne tellement fort à l'intérieur que ça soit comme un automatisme. Qu'est-ce que ça va changer? Alors tranquillement, quand ça sera OK pour chacun ou chacune d'entre vous, à votre rythme, vous reviendrez ici. Vous verrez que votre partie consciente, elle va vous dire à un moment donné, c'est le moment, tu peux ouvrir les yeux. Parfois, c'est l'inconscient qui envoie une grosse respiration. Parfois, c'est juste les yeux qui se disent, tac, ah bah oui. Ça peut valoir le coup parfois, après un moment comme ça, de prendre un papier, un crayon et d'écrire. De s'écrire un petit mot qu'on a perçu, des choses qu'on a vues, de se faire une lettre d'amour, de se dire, ok, ouais, t'as eu tes parents biologiques, génial. Et là, on est en 2024, cocotte. Et moi, je sais ce que c'est que d'être maman ou papa. Je gère. Et moi, je sais ce que c'est que d'aimer de manière inconditionnelle. Je gère. Et vous allez voir que ça va changer pas mal de trucs. Et là, ça a posé tout le monde. Bon, c'est cool. Pardon. Ça, c'était juste pour réveiller les retardataires. Avec plaisir, Estelle. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. J'ai vu, j'ai vu des, j'ai vu des belles émotions dans les personnes qui ont ouvert leur caméra. Donc, merci, merci pour votre partage. Vous allez voir, vous allez sortir du sucre petit à petit, hein. Vous n'êtes pas encore tout à fait réveillé. C'est normal. Le but du jeu, si tu veux, là-dedans, c'est d'entretenir ce genre de choses. Je répète, la séance d'hypnose miracle, je n'y crois pas du tout. En revanche, si on se répète ça d'une manière constante, précise, avec un process bien particulier, un protocole bien particulier, bah, il y a un jour, vous vous réveillez le matin et vous culpabilisez plus de penser à vous. Et un jour, vous vous réveillez le matin où vous savez dire j'ai besoin d'aide. Il y a un jour, vous vous réveillez le matin, vous avez bobo quelque part, c'est trop dur, trop compliqué, vous savez dire ouais, non, bah, je vais m'arrêter là. C'est OK en fait. Ouais, mais quand même, il y a des gens qui te regardent. Bah ouais, je suis, ouais, et qui me regardent, je suis beau gosse, donc allez-y, regardez-moi. Regardez-moi comme je vais glander. Sans que ça vous fasse du mal, parce que vous avez un supporter à côté de vous qui vous dit ouais, génial, bravo, continue. Et ça change pas mal de choses quand ça devient un automatisme. Quand il n'y a plus ces putains de drivers à la con. Ah, ça va, les gosses sont couchés, je peux commencer à dire des gros mots. Vous voyez? Donc, avec plaisir, Benoît. Ça, selon un bon process, avec des bonnes étapes, etc., ça fait faire partie des choses sur lesquelles on va être ultra focus. Faire en sorte que ce petit programme inconscient, là, ces petits programmes à la con, ils disparaissent une bonne fois pour toutes. Et qu'on n'ait plus à se poser la question de ah ouais, mais est-ce que j'ai le droit de penser à moi? Je culpabilise. Bah, non, Martine, on va arrêter de penser à soi. Et on va arrêter de se culpabiliser quand on pense à soi. C'est pareil, je vais vous donner un exemple qui était d'une ancienne cliente. Ouais, mais tu te rends pas compte, quand je pense à moi, quel exemple je donne à ma fille? Je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, ouais, quand tu penses à toi, quel exemple tu donnes à ta fille? Bah, je lui donne l'exemple que parfois, penser à soi, c'est bien. Bah voilà, ok, 1-0 pour Théo. On continue? Donc, typiquement, je veux vraiment vous instiller ça. Si déjà il y a une chose que vous voulez, que je voudrais que vous reteniez de cette soirée, les questions sont terminées. On est pile bon. Allez, dans 10 minutes, on est au top des 2 heures. L'égoïsme, c'est pas un gros mot.
Bordel, ça c'est un gros mot. Mais l'égoïsme n'est pas un gros mot. L'égoïsme est une perception. Quand je perçois mon égoïsme, je peux le percevoir comme une bénédiction ou comme une malédiction, ou comme quelque chose de neutre. Quand je me considère comme égoïste et que je culpabilise, je vais me demander quels sont les effets bénéfiques pour les autres que je sois égoïste. Bah, quand je suis un peu plus égoïste, peut-être que j'autonomise un petit peu plus mes enfants. Les dirigeants d'entreprise qui sont égoïstes, peut-être qu'ils autonomisent un petit peu plus leurs équipes. Ça fait partie des choses qu'on peut réfléchir. Donc, l'égoïsme n'est pas un gros mot. Avec plaisir. Je vois plein de merci dans Instagram. Je vous oublie pas, les chouchous, hein. Merci d'être là, présents, toujours plus nombreux sur Instagram aussi. J'allais dire, il y a les haters aussi, mais non, en général, s'il y a les haters, ils sont pas sur, ils ne follow pas sur Instagram. Ils me disent, ouais, tu racontes que de la merde. Bah ouais, désolé. Et arrivé trop tard, dommage. Hélène est arrivée trop tard. On recommence tout. Faites prêt, on en a pour 2 heures. Je m'en fous, j'ai la pêche. Un seul conseil, faire le quick change, nous dit Estelle. Yep. Alors, si ça vous branche d'aller dans le quick change, je vous mets là le lien pour joindre l'équipe. On a des gens très très cool qui vont déjà étudier si vous pouvez faire partie du programme. Savoir si vous êtes. Ouais, ils sont cool. Mélanie, elle fait yes. Ouais, ils sont trop cool. J'ai une équipe de ouf, hein. Moi, franchement, tu m'étonnes que je kiffe mon job. On a des gens qui vont vous coacher, qui vont savoir déjà si vous êtes éligible au programme, si vous faites partie du programme. Vous avez dit, on ne prend pas les gens qui sont passifs, on peut pas. On n'est pas bon pour eux parce qu'on vous fait faire des trucs dans le quick change justement, clôturer vos pensées, etc., etc. Si vous êtes éligible, ils vous diront ouais, cool, feu, ils vous expliqueront qui, quand, quoi, comment. Avec un peu de chance, vous tomberez sur Christella, Sylvie, Cécile, bref, tous les coachs de ouf qui sont là, qui étaient là avec nous ce soir qui sont plutôt très cool. Moi, j'avoue que j'ai une équipe de coach, voilà, je le dis, je suis content. Yes, Mélanie a l'air d'être contente aussi de son coach. Ça a l'air super. Merci Juliana. Bah, tu vois, Juliana, elle fait partie aussi dans l'équipe qui relaie. Vous pouvez rejoindre l'équipe ici, quick-change.net/rendez-vous. Vous aimez bien ce genre de rendez-vous avec moi? Ça tombe bien, j'aime bien ce genre de rendez-vous avec vous. Euh, vraiment, je kiffe de faire ce genre de choses. La meilleure façon de me contacter, c'est Instagram, c'est par mail. Je vous lis vraiment, je vous réponds vraiment. Si je vous réponds pas tout de suite, détendez-vous. C'est OK. Renvoyez-moi un message. Ne me pourrissez pas. Renvoyez-moi un message, je vous répondrai vraiment tout le temps. Pardon, on est vraiment dédié à faire en sorte que ce putain de fléau il disparaisse. Les gens qui nous font confiance, qui viennent chez nous, je peux vous garantir qu'on est vraiment derrière eux pour les aider à kiffer. OK? Donc, voilà. Je vous dis merci pour votre confiance, tous ceux qui ont franchi le pas du quick change. Ceux qui l'ont pas encore franchi, à bientôt, j'allais dire, pour votre confiance. Et puis, je pense qu'on se retrouve dans un mois pour un prochain live. Les coachés du quick change, on fera les rendez-vous de Tonton Théo au mois de mars aussi. Sur ce mois de février, je pars à l'étranger. Ça, je ne sais pas quel type de connexion je vais avoir la semaine prochaine. Mais au mois de mars, on fera une plénière juste entre membres du Quick Change où on travaillera sur des points précis de la méthode. OK? Donc, commencez à réfléchir à des questions précises sur des points de méthode, pyramide, ce genre de choses, et ainsi de suite. Et on ira dans le détail du détail du détail. OK? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'était cool cette soirée? Vous pouvez mettre ça dans le chat. 10! Cool. 10, 10, 10, 10. Putain, c'est bien. 10, Nadjet, 10. Ah, je suis content. Nico aussi, c'est cool. Jeannette, avec plaisir, ma sœur. 10, 10, 10. Génial. Eh ben, ça fait super plaisir. 8 et demi, 8, 9, 95. 8, 95, j'adore. Merci, Benoît. Bon, c'est cool. Yes. Bah, Marion, les conseils pour accepter les séquelles, c'est juste de dire c'est comme ça va revenir. Ça va revenir. C'est juste, ça va revenir. Prends ton temps, sois patiente. Plus tu vas être patiente et plus tu vas être dans l'acceptation, plus tu vas faire le deuil de la situation précédente, plus ça va revenir vite. T'inquiète pas, c'est bonheur. Avec plaisir, franchement, bah, c'était cool de vous voir tous. Et 20 pour les séances de coaching. D'ailleurs, on peut monter de 12 à 20. Ah, bah, je suis bien content que tu kiffes tes coachings, Nadjet, ça fait plaisir. Ok, je vous fais des gros bisous, même ceux qui veulent pas que je leur fasse des bisous. Et profitez bien, kiffez bien, et c'était vraiment chouette de vous voir. Ciao, ciao, à bientôt.